vous les militaires, vous vivez dans la misère totale. Quand on vous dit d'aller frapper vos frères, vous êtes les premiers à sortir pour aller frapper vos frères. Je vais vous dire ceci, on va vers une situation difficile dans le pays. C'est clair que ça va chauffer dans le pays. Si on vous donne encore des ordres d'aller tuer vos frères, le prochain qui va tuer un Togolais pour Faure Gnassingbé, on fera tout. Nous sommes à l'aide des réseaux sociaux. On vous exposera vos familles. Le prochain militaire ou policier ou gendarme qui va tuer un Togolais dans une manifestation pour faire plaisir à Faure Gnassingbé, le prochain militaire, policier, gendarme qui va prendre le vilain plaisir de tuer un Togolais dans une manifestation dans la rue pour faire plaisir à Faure Gnassingbé. Nous sommes à l'heure des réseaux sociaux. On vous cherchera. Jusqu'à vos familles, on va vous exposer. Vous avez tué les écoliers au Togo, on s'est tué. Le régime vous a protégé. Anselme et Djouti, je ne sais pas comment on l'appelle, Sinandare. Des enfants, vous les avez tués à Dapaon. On s'est tué. Vous avez tué le petit Jojo à Bekota, c'est un élève. On s'est tué. Il y a, je ne sais pas, un général à Agoué là-bas, un militaire est sorti avec un fusil pour tuer un jeune mécanicien. Le corps est toujours à la morgue de Thiévier. 4 ans après, l'enfant n'est pas toujours enterré. Nous n'allons pas vous permettre, vous qui vivez dans les mêmes conditions que nous, qui êtes dans la misère, d'aller tuer nos frères encore si demain il y a des manifestations. Un militaire, un gendarme, un policier, demain, qui se permet de tuer un civil pour faire plaisir à Faure Gnassingbé, on va vous exposer vos familles sur les réseaux sociaux et on va vous poursuivre après. Mettez ça dans votre tête. Il est temps que vous arrêtez de tuer vos frères pour un dictateur qui n'a rien à foutre de vous. Faure, c'est le Louis XIV togolais. Il est tranquille. C'est un monarque absolu. Il vit dans le pays comme il veut. Il a ses maris Antoinette qui sont autour de lui. Ce sont ses femmes, c'est son harem. Il en dispose comme il veut. Il en dispose comme il veut. Il a les femmes autour de lui. Il les choisit quand il a envie. Ce sont ses maris Antoinette. Vous connaissez l'histoire de la France. Louis XIV et ses maris Antoinette. Et quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui au Togo, et quand vous connaissez l'histoire de la France, c'est comme nous sommes à la veille de la Révolution française. Toutes les conditions sont réunies. Donc, vous les militaires, regardez l'exemple de Katanga, le général Katanga. Vous avez vu comment ils l'ont humilié? C'est les gens qui ont mis leur poitrine pour sauver le pouvoir de Faure. C'est Katanga qui allait tirer au domicile de Pacha Gnassingbé avec des armes lourdes pour préserver le pouvoir de Faure Gnassingbé. C'est lui et ses hommes qui ont fait tous les razzias à Lomé. Vous avez vu comment ils l'ont remercié? Ils l'ont jugé publiquement. Ils l'ont humilié. Il y a là-bas à Lomé, au Togo, des colonels à la retraite qui n'ont même pas de voiture, qui ont, c'est pas une retraite de 250 000, 300 000. Mais c'est vous qui avez des enfants. Les militaires togolais, ce n'est pas un défaut, c'est une qualité. Vous avez beaucoup d'enfants. Ils ont parfois 2 femmes, les enfants vont partout. Mais vous partez à la retraite à 50 ans, à 58 ans. C'est la jeunesse. Et vous n'avez rien. Et c'est vous qui allez tuer les civils. Bonjour à tous les compatriotes qui sont au rendez-vous de ce premier live du mois de juin. Je m'excuse, j'ai mis sur ma page le 1er mai. Je suis en train de perdre petit à petit la notion de date. C'est normal, quand on a trop de pression, parfois on se perd un peu. Donc je salue tous ceux qui sont en ligne sur les 3 canaux. YouTube, on est déjà à 700. TikTok, on est déjà à 3000. Facebook, je ne sais pas trop parce que je ne regarde pas directement. Et je vous souhaite la bienvenue pour le live de ce dimanche. Je souhaite à chacun et à chacune d'entre vous un fructueux mois de juin. Nous sommes pratiquement à la moitié de l'année. C'est une grâce pour nous qui sommes encore vivants, qui avons le souffle de vie. Nous devons remercier la Providence, le Seigneur, pour la bonne santé qu'il nous accorde, pour le souffle de vie qu'il nous accorde. Et je vous souhaite de passer ce mois de juin en toute tranquillité, que s'éloignent de vous les soucis, les maladies, les difficultés quotidiennes, et que chacun d'entre nous jouisse d'une santé solide afin que nous puissions continuer par dénoncer l'injustice, l'arbitraire, et toutes les dérives qui ne font pas aujourd'hui l'honneur de notre pays. Alors, le live d'aujourd'hui va être structuré en premières étapes. La première étape sera consacrée à quelques informations pratiques que je vais vous donner. La seconde étape sera consacrée, je pense, au dossier de la Soweté. On va rentrer aujourd'hui un peu dans le fond du dossier de la Soweté pour que les gens comprennent ce qui se passe et ce qui les attend dans les jours à venir. Où est-ce qu'on peut situer les responsabilités. Ensuite, on parlera du dossier Ambron. On parlera du dossier Ambron. Il faut que je vois mes fiches ici, là où j'ai pris mes notes.
On parlera du dossier Ambron, on parlera aussi d'un certain nombre de sujets que je vous laisserai découvrir au fur et à mesure qu'on progresse dans le live. Alors, je voudrais déjà, pour ceux qui sont connectés et ceux qui le seront après, saluer principalement tous les amis qui se mobilisent pour le GoFundMe, la cagnotte qui a été lancée par notre frère artiste Zagabambo, pour venir en soutien à la famille de Ambron. Et les objectifs de cette cagnotte ont été clairement exposés. Il s'agit principalement de venir en soutien à la famille, même si la famille, on le sait, n'est pas à l'abri du besoin. C'est pas une famille qui est en difficulté financière, mais c'est notre manière de rester mobilisé et de témoigner de notre solidarité avec la famille de ce frère, de ce compatriote qui a pris les risques pour la vérité, pour la liberté, pour la justice, de se faire arrêter devant ses enfants, sa mère. Et donc, cette cagnotte est destinée à venir en appui à cette famille-là. Avant que je ne rentre tout à l'heure au studio, on était à 24 000 € en moins d'une semaine. Je pense que c'est assez énorme. C'est encore la première fois que je vois les Togolais se mobiliser autant pour cotiser depuis les événements de 2017. Lorsque cette cagnotte a été lancée il y a quelques jours, en 2 jours, la cagnotte a atteint presque 15 000 €. C'est vraiment phénoménal. Et on a mobilisé pas mal d'amis, des camarades de lutte pour que les gens puissent cotiser. C'est important qu'on cotise. Et donc, on a fait la campagne, énormément de campagnes. Parfois, on appelle directement les gens, on leur dit il faut vraiment contribuer. Je l'ai expliqué la dernière fois, si tu ne peux pas être au front, tu peux quand même participer à la lutte, c'est le plus important. Et ensuite, il y a un travail de fond qu'on essaie de faire, chacun à son niveau, selon ses compétences et selon ses réseaux. On mobilise les médias pour que les médias puissent continuer par mettre les projecteurs sur ce qui se passe au Togo. C'est important que ce qui se passe au Togo ne passe pas dans le silence. On dit que le crime se nourrit du silence et le crime et le criminel, une fois que vous les dénoncez, ils sont en difficulté devant l'opinion. Donc aujourd'hui, on peut déjà saluer la mobilisation médiatique. Il y a déjà la mobilisation sur les réseaux sociaux, mais je parle des médias classiques qui sont aujourd'hui très mobilisés sur la question du Togo. C'est un travail qui se fait, c'est des démarches qui se font auprès de certaines structures pour que les médias puissent s'intéresser au moins une fois de plus en plus sur la question togolaise. Donc, on va toujours continuer dans le même sens. Il y a une série de démarches qui sont en cours, que nous faisons. Toutes les armes, quand je parle des armes, ce n'est pas forcément des armes de guerre, toutes les armes que nous avons à notre disposition pour mettre en difficulté le régime de Faure Gnassingbé, pour mettre en difficulté la dictature, nous devons nous en servir. Nous devons nous en servir. On s'en fout du candidat-on. Nous devons nous servir de ces armes-là. Et comme je le disais tantôt, chacun selon ses compétences et chacun selon les circuits qu'il maîtrise le mieux. Et en dehors des médias sur lesquels on est nombreux à travailler, on travaille aussi sur certains canaux de contact. Et évidemment, la semaine qui vient de s'achever, j'ai personnellement envoyé un courrier au nouveau pape, le pape Léon XIV, pour 2 raisons. J'ai envoyé un courrier au pape pour 2 raisons. Vous savez que le pape a inauguré son pontificat par une sortie assez forte sur la question de la liberté de presse et de la liberté d'expression. Il a reçu des journalistes au Vatican, il a parlé avec les journalistes, il a demandé la libération de tous les journalistes qui sont en prison au monde, il a demandé aux dirigeants du monde de libérer la parole, de laisser les journalistes s'exprimer. Donc, c'est la première raison pour laquelle moi qui suis lauréat de la liberté internationale de presse avec le CPJ, je me suis senti à même capable, ou je sais pas, je me suis senti capable de lui adresser cette lettre-là. Ensuite, la seconde raison pour laquelle j'adresse cette lettre-là au pape, c'est que Faure Gnassingbé
est un habitué du Vatican. C'est quelqu'un qui est souvent qui aime souvent visiter le Vatican avec sa maman, qui est souvent reçu par le pape ou par les adjoints au pape ou le cardinal secrétaire d'État. Donc, il est souvent au Vatican et nous devons informer les dirigeants du Vatican, qui est le plus petit État au monde, mais l'un des États les plus influents, de ce qu'est réellement la personnalité de Faure Gnassingbé. C'est parce que il soigne son image à l'extérieur, il a des réseaux, il a des canaux qui lui font passer pour un dirigeant, que des gens ne parlent pas suffisamment de lui. Maintenant, nous devons parler de lui partout. Ce qu'il est réellement, nous devons le décrire aux gens, de manière à ce que le jour où il se pointe quelque part, les gens puissent lui demander qu'est-ce que tu fais dans ton pays, pourquoi tu sacrifies la jeunesse, pourquoi tu envoies les étudiants, c'est pas, tu envoies les journalistes en prison, tu les envoies en exil, tu les envoies, pourquoi tu arrêtes les poètes qui écrivent des poèmes, pourquoi tu arrêtes les artistes, pourquoi tu envoies des jeunes de l'opposition en prison qui meurent petit à petit, tu refuses de les libérer. Tu ne peux pas faire tout ça et venir te pointer comme un enfant de cœur au Vatican devant le pape. Je ne suis pas naïf, je ne dis pas que le Vatican, je ne suis pas naïf, mais nous sommes dans les réseaux où chacun utilise les armes qu'il a pour influencer et qui il doit influencer. Et donc, je ne suis pas un naïf pour croire que, bon, le Vatican va faire quoi que ce soit, mais c'est important qu'on informe les gens là où, tous les endroits où force se présente généralement, il faut qu'on fasse quelque chose pour démontrer aux gens qui il est réellement. Et donc, à travers les réseaux et les canaux diplomatiques dont je dispose et dont quelques amis aussi disposent, j'ai envoyé un courrier au pape que je vais partager avec vous. Et ça va être la première information de ce live. C'est un courrier qui est resté sous embargo jusqu'à ce matin et je l'ai transmis aux médias. Et donc, je vais en parler tout à l'heure et vous allez prendre le temps d'écouter le courrier que je vais lire tout à l'heure. Et je l'ai transmis directement au Vatican et je l'ai transmis aussi au nonce apostolique du Vatican qui se trouve à Paris. Donc, c'est par deux canaux que j'ai envoyé ce courrier-là qui ont atteint leur objectif. Donc, voilà ce que j'écris au pape. Alors, ça, c'était le pape Léon XIV, souverain pontife de la Cité du Vatican. Très Saint-Père, votre sainteté le pape, souverain pontife, journaliste d'investigation en exil en France et lauréat du prestigieux prix international de la liberté de presse qui m'a été décerné par le Comité pour la protection des journalistes CPJ en novembre 2023 à New York, j'ai été particulièrement ému et particulièrement intéressé par votre allocution lors de votre première rencontre avec la presse internationale le 12 mai 2025 à la salle Paul VI, au lendemain même de votre élection à la tête du Saint-Siège. Au cours de cette audience, vous avez exprimé votre engagement en faveur de la liberté de la presse en ces termes. Je cite le pape. « Permettez-moi donc de réaffirmer aujourd'hui la solidarité de l'Église avec les journalistes emprisonnés pour avoir recherché à rapporter la vérité et par ces paroles de demander la libération de ces journalistes emprisonnés. L'Église reconnaît dans ces témoins, je pense à ceux qui racontent la guerre au prix de leur vie, le courage de ceux qui défendent la dignité, la justice et le droit des peuples à être informés. Car seuls des journalistes, des peuples informés peuvent faire des choix libres. La souffrance de ces journalistes emprisonnés interpelle la conscience des nations et de la communauté internationale, nous appelant tous à préserver le bien précieux que sont la liberté d'expression et la liberté de la presse. Ça, c'est les citations que le pape a données devant les journalistes le 12 mai 2025. Donc, le pape a inauguré son pontificat sur un pilier fondamental, c'est la question de la liberté de presse et de la liberté d'expression. Donc, pour nous, c'est une brèche que moi je saisis pour m'adresser au pape par rapport à la situation des journalistes au Togo, mais aussi à la situation de tous ceux qui sont en prison sur le délit de droit commun, de droit d'opinion, du délit d'opinion. Alors, je continue. Par ces mots, très Saint-Père, vous avez abordé une question cruciale, qui est celle de la liberté d'expression
et celle de la presse. Et vous l'avez abordé avec grande pertinence et remarquable maîtrise. Je tenais à vous en remercier et à saisir cette occasion pour évoquer avec votre sainteté le cas particulier de la liberté de la presse et d'expression dans mon pays, le Togo, où il y a comme une mise à mort lente de la presse. Le Togo est regenté depuis plus de 6 décennies par la même famille, Gnassingbé et Adema d'abord, et puis Faure Gnassingbé ensuite. Son fils qui est au pouvoir depuis 20 ans et qui vient récemment par un artifice constitutionnel de s'y maintenir désormais à vie en devenant président du Conseil, alors que pendant 2 décennies, il était président de la République. Dès lors, et quelques années avant ces changements, et aujourd'hui encore, le ton a été durci vis-à-vis de la presse privée locale au point d'entraîner des arrestations, des emprisonnements et des contraintes à l'exil de nombreux journalistes togolais. L'institution chargée de la liberté de presse, la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, la HAC, est supplantée par le parti au pouvoir qui s'en sert pour museler, persécuter les médias et journalistes de la presse privée, jugés trop funeurs et critiques envers la gouvernance politique, économique et sociale en dénonçant les situations d'injustice et de pauvreté, de crimes parfois rituels et de corruption généralisée. On assiste au Togo à des interpellations systématiques et gardes à vue illégales et abusives des journalistes par le Service central de recherche et d'investigation criminelle, le SCRIC, une unité de la gendarmerie nationale tristement connue pour l'usage systématique d'actes de torture et autres formes de traitement cruels, inhumains et dégradants. Des retraits de plusieurs médias de leur récépissé de parution, des suspensions de parution et d'émission, toutes choses qui amènent les journalistes à l'autocensure et donc à craindre de dire la vérité. Des journalistes, certains d'un certain âge avancé, 76 ans, et leurs organes sont condamnés à de lourdes peines pénales avec des mandats d'arrêt internationaux à la suite des procès qui sont loin d'offrir des garanties de procès équitables, et ce, sur la base du code pénal pour des actes posés dans l'exercice de leur profession et jetés en prison malgré la dépénalisation du délit de presse au Togo. Très Saint-Père, j'ai moi-même vécu cette douloureuse expérience entre décembre 2021 et janvier 2022 à la suite d'une émission dénonçant la corruption. Interpellé et emprisonné avec mon confrère Joël Vignon-Ega, directeur du journal de publication Fraternité, ce dernier mourra quelques jours seulement après notre libération. Face à ces nombreuses et réelles menaces qui pèsent sur ma personne, j'ai été obligé de partir en exil et avec certains de mes collaborateurs. Très Saint-Père, au-delà de la liberté de presse et d'expression, c'est aussi toute la liberté d'opinion qui est menacée. Des militants de l'opposition, des membres de la diaspora rentrés au bercail sont arrêtés, torturés et mis en prison. En somme, toute tentative de dissidence ou toute voix dissonante sont étouffées par le pouvoir en place. Les forces de défense et de sécurité et l'appareil judiciaire sont instrumentalisés pour empêcher l'exercice des libertés fondamentales, notamment la liberté syndicale, la liberté d'association, de réunion, de manifestations publiques. Le Togo compte aujourd'hui dans ses prisons près d'une centaine de détenus politiques, sans oublier 9 cas de décès en détention par suite d'actes de torture et de traitements cruels, inhumains et dégradants. Monsieur Jean-Paul Omolou, activiste togolais vivant en Suisse, de retour au pays, a été arrêté le 3 novembre 2021 et détenu depuis lors dans des conditions inhumaines dans les locaux de la gendarmerie à Lomé, un lieu de détention non conventionnel. Les appels de nombreuses organisations des droits de l'homme exigeant sa libération n'ont pas eu d'écho de la part du gouvernement togolais. Le 12 janvier 2025, monsieur Honoré Sichopé Sopor, alias Affectio, jeune poète, a été arrêté et jeté en prison pour avoir écrit un simple poème d'indignation en reprenant la célèbre formule de feu Monseigneur Bariga, bénissant, entre parenthèses, faites à part. Depuis, il est toujours en détention sans aucun espoir de libération. Dans la nuit du 26 mai 2025, à 21h, M. Tchala Essowe Narcisse, alias Amron, artiste engagé de la chanson togolaise, dénonçant dans la dénonciation systématique de la malgouvernance et de la corruption au Togo et sur les réseaux sociaux, a été kidnappé par une cinquantaine d'agents de la gendarmerie, armés jusqu'aux dents dans une rare violence devant sa mère malade, son épouse et ses 4 enfants mineurs. Cette dernière arrestation arbitraire
et les appels à l'aide des enfants de l'artiste et sa mère suscitent aujourd'hui une indignation générale dans le pays et au-delà. À plusieurs reprises, le pouvoir n'a pas hésité à faire recours aux miliciens qui agissent à visage découvert aux côtés des forces de défense et de sécurité armées de machettes et de gourdins de cordelettes, s'en prenant impunément aux manifestants et à la population civile. En juillet 2021, une enquête menée par l'ONG For Biden Stories, qui travaille dans le secteur des médias, a permis de découvrir que plus de 300 numéros togolais apparaissent dans la liste des cibles potentielles du logiciel espion israélien Pegasus, plaçant donc sur écoute des opposants politiques, des journalistes de la presse privée, des défenseurs des droits de l'homme et des personnalités de l'Église catholique du Togo. Votre sainteté, souverain pontife, je viens par la présente vous encourager dans votre engagement en faveur de la liberté de presse et d'expression, tout en attirant de façon particulière votre attention sur le cas spécifique du Togo. Je sais combien, malgré la gestion dictatoriale de son pays et son obstination à se maintenir au pouvoir, Faure Gnassingbé multiplie des visites à Rome auprès du Saint-Siège et auprès de vos prédécesseurs. Je suis confiant que ces prochains séjours au Vatican seront des occasions de plaider pour le renforcement de la liberté de presse et d'expression, ainsi que de la liberté d'association, de réunion et de manifestation publique au Togo et la libération des prisonniers politiques. Tout en m'inclinant pour recevoir votre bénédiction, vous priant de bénir le Togo et vous souhaitant un fructueux et rayonnant pontificat, je vous prie d'agréer, très simple, l'expression de ma très haute considération. Voilà le courrier que j'ai adressé cette semaine au pape, au nouveau pape, et pour attirer l'attention du Vatican, dont Faure est un habitué, est un visiteur habitué de ce qui se passe dans notre pays. Et pour être complet, je peux vous assurer que j'ai joint à ce courrier-là la dernière sortie des évêques sur la situation de notre pays, puisque les évêques ont décrit avec les mots justes la situation catastrophique de notre pays. Donc, j'ai joint à ce courrier physique la dernière sortie de la conférence épiscopale du Togo pour que le pape puisse comprendre. Je sais que la sortie des évêques, le pape est déjà au courant, mais quand je l'ajoute à mon courrier, c'est pour que le pape comprenne que ce que je dis, les évêques le disent déjà. Donc, ce courrier est parti cette semaine par des canaux diplomatiques appropriés et nous allons faire le suivi. Et comme je l'ai dit tantôt, nous avons à chacun, selon nos capacités, selon nos moyens, selon nos réseaux, selon nos relations, nous devons faire quelque chose pour mettre en difficulté Faure Gnassingbé. 20 ans de pouvoir, c'est suffisamment, c'est suffisant pour qu'il aille se reposer. 20 ans de pouvoir, c'est suffisant pour qu'il aille se reposer. Surtout que son bilan ne plaide pas en sa faveur. 20 ans de pouvoir, c'est suffisant pour qu'il aille prendre une retraite tranquille. Aujourd'hui, il est devenu un obstacle pour l'épanouissement de la jeunesse, un obstacle pour l'épanouissement des Togolais, un obstacle pour tout développement de notre pays. Et donc, nous devons, chacun à son niveau, faire ce qu'il peut faire pour mettre en difficulté ce régime-là. Donc, c'est dans cette optique-là que j'ai pris le soin d'adresser ce courrier au Vatican. Donc, voilà ce que j'ai voulu partager avec vous comme première information pour ce live-là. Deuxième information qui va dans le même sens que ce que j'ai dit tantôt, j'ai constaté que depuis que les évêques ont fait leur sortie, il y a des individus qui sont proches du pouvoir, qui reçoivent des prébendes du pouvoir, qui multiplient des sorties pour insulter les évêques, pour s'attaquer aux évêques, pour traiter les évêques de tous les noms d'oiseaux. Je voudrais rappeler à ces individus-là, c'est vrai qu'ils sont en train de préserver leur beefsteak, leur prébende. Ils sont en train de préserver ce qu'on leur donne par mois pour pouvoir survivre. Mais je voudrais rappeler à ces individus-là que les évêques n'ont rien dit que nous ne connaissons pas déjà. Nous tous, nous vivons la situation togolaise. Nous savons comment la misère s'est répandue partout dans notre pays. Nous savons comment les Togolais ont des difficultés à joindre les deux bouts. Nous savons comment, du sud jusqu'au nord, les gens sont désarmés financièrement. Les gens n'ont pas de moyens. Donc,
Les évêques n'ont fait que rapporter en réalité ce qu'ils observent dans le pays, ce qu'ils vivent dans le pays, ce qu'ils touchent du doigt dans le pays. Mais une autre information que je vais vous apporter et que j'apporte à ces individus-là, c'est que 5 mois, ou il y a de cela 6 mois, les services de renseignement togolais ont fait un sondage discret sur l'ensemble du territoire pour avoir une idée réelle de la situation des Togolais. Et je vous assure, selon mes informations, que le rapport qu'ils ont établi à la suite de ce sondage-là, ce rapport est clair et net que les Togolais en ont marre et que les gens en ont jusqu'au cou. Et ce rapport dit clairement que nous sommes pratiquement à la veille de ce qui s'est passé le 19 août 2017, c'est-à-dire les populations sont à bout. Donc, ce rapport a été transmis à Faure Gnassingbé. Donc, Faure Gnassingbé sait très bien ce qui se passe dans le pays, puisque ces services de renseignement ont fait un sondage, ils lui ont transmis les résultats. Donc, les évêques n'ont rien dit que de rapporter ce qui se passe sur notre territoire et ce que les Togolais vivent comme difficultés quotidiennes, la misère, les maladies, le manque d'hôpitaux pour se soigner, le manque de bourses, le manque de médicaments dans les hôpitaux. Donc, ceux qui reçoivent quelques petits, je ne sais pas, enveloppes auprès du pouvoir et qui écrivent des conneries sur les évêques, je ne sais pas si ils se lisent, je ne sais pas si ils s'entendent parler, mais le même pouvoir que vous défendez ou qui vous envoie insulter les évêques, puisque Faure Gnassingbé, il a démontré à plusieurs reprises qu'il a du mépris pour les évêques, même si après avoir méprisé les évêques togolais, il se rend au Vatican pour jouer à l'enfant de cœur. Ce même Faure Gnassingbé, quand il était en difficulté, après 2005, c'est un évêque qu'il est allé chercher pour conduire le processus de la CVJR, Monseigneur Bariga, paix à son âme. Quand il était en difficulté, c'est l'Église catholique qu'il est allé solliciter pour piloter une structure censée réconcilier les Togolais. Donc, il n'est pas un Dieu sur terre. Quand il fait une bêtise, ou bien il conduit le pays selon son bon vouloir, on ne doit pas lui rappeler que le pays est un bien commun à nous tous. J'ai bien peur, et ça j'interpelle les catholiques, que ces attaques systématiques contre les évêques n'inaugurent pas une période où des individus vont s'en prendre physiquement aux évêques comme on le voit au Cameroun. Parce que le Togo et le Cameroun sont des pays qui ont des similitudes, qui ont des pays qui ont, c'est-à-dire, non seulement on a été colonisé par les Allemands, mais dans la gestion de ces deux pays-là, il y a des similitudes qui sautent aux yeux. Paul Biya, sous le règne de Paul Biya, il y a plusieurs évêques qui ont été assassinés. Et donc, je crains que ces attaques-là, qui se passent sur les réseaux sociaux par quelques individus, ne soient, je ne sais pas quoi, ne soient des prémices de quelque chose qu'on veut faire contre les évêques. Donc, les catholiques, mobilisez-vous. Le Togo, c'est notre patrimoine. On ne va pas permettre que des individus aillent au-delà de ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Ça, c'est la deuxième chose que je voulais dire. Et donc, je profite de cette question des évêques pour interpeller les pasteurs. La dernière fois, j'ai interpellé les francs-maçons. Il y a un courrier qui est sorti pour interpeller les avocats. Je reviendrai sur le cas des avocats. Je veux bien interpeller les pasteurs de toutes les églises, qu'elles soient évangéliques, qu'elles soient presbytériennes, qu'elles soient pentecôtistes, qu'elles soient les églises réveillées. Tous ces pasteurs qui ont des structures qui peuvent influencer la vie de notre pays. Votre silence par rapport à ce que le peuple togolais vit est inquiétant. Votre silence ou votre indifférence par rapport à ce qui se passe dans notre pays nous interpelle. Vous allez vous taire jusqu'à quand? Parce que il y a justement certains parmi vous qui vont prier à la présidence. Il y a ce groupe de pasteurs-là, de certaines églises, Assemblée de Dieu, un peu presbytériens, les églises réveillées, comme comment on l'appelle, les Lumovi, et tous ces réseaux-là, qu'ils vont prier chaque jeudi à la présidence. Le club des ADD, des puces à Betomé, comment on l'appelle, Olatokumbo Ige, cette dame qui était venue au Togo comme représentante du HCDH pour le compte des Nations Unies, et depuis que sa mission est finie, elle a élu domicile au Togo, elle a créé un centre d'éco-village à Davier là-bas, elle est dans toutes les sources au Togo, mais moins visible. Tous ces gens-là, c'est eux qui vont à la présidence chaque jeudi pour soi-disant prier pour Faure Gnassingbé. Et donc, nous avons l'obligation de les interpeller. Le pasteur Lumovi, à l'époque, son église à Notien là-bas, l'une des grandes dames de Faure qui était tout le temps dans cette église-là, c'est Julie Beguetou. Et je me demande si ce n'est pas avec elle même que cette église a été créée. Parce qu'elle était tout le temps là-bas
pour faire comment vous appelez ça, Sam Toto pour son mari Fonyassibé, Julie Begetou, celle qui vend les riz périmés là. C'est elle qui était tout le temps, avant même que l'église de Lumoville devienne une église connue de tout le monde, c'est elle qui allait là-bas. Je me demande si elle n'a pas contribué à créer cette église-là. Donc, tous ces gens-là, nous devons les interpeller. Le pasteur Lumoville se promène à l'homme avec des garde-corps. D'où vient que lui, il a des garde-corps? Il est un pasteur, il a l'onction de Dieu, il n'a pas besoin de garde-corps, puisque Dieu lui sert de garde-corps. Ce sont ces gens-là qui canalisent les Togolais dans leurs églises. Alors qu'ils sont au service du dictateur, ils canalisent les Togolais, ils les manipulent, ils leur font comprendre, ils leur font savoir que non, toutes leurs difficultés seront réglées par Dieu. Et donc, vous êtes malade, on vous dit d'aller à Notien. Mais quand le pasteur même de Notien est malade, il vient en Europe ou aux États-Unis pour se soigner. Vous trouvez ça normal? Le pasteur principal qui est là-bas, quand il est malade, il vient aux États-Unis ou en Europe pour se soigner. Mais quand vous êtes malade, on vous dit d'aller chez lui. Il y a de cela quelques mois, un architecte togolais vivant vers Agido Gomé, Attila Monou, est mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Il était souffrant et sa famille l'a déplacé pour aller à Notien là-bas. Je ne sais pas comment vous appelez le lieu là, Beauvais, je ne sais pas quoi. Il est allé là-bas, on dit qu'il doit voir le pasteur, il est resté longtemps, il a payé les frais d'hébergement, les frais de quoi, tout ça. Il était là-bas, il ne voyait même pas le pasteur pendant des jours. À la fin, voyant la situation s'aggraver, la famille l'a ramené à Lomé et il est décédé. Avant de mourir, il a dit aux gens que cette histoire-là, c'est de l'escroquerie. On lui a pris de l'argent et tout ça. Voilà comment le Togo fonctionne. Donc, ces gens-là, nous devons les interpeller. C'est eux qui prient à la présidence. C'est eux qui prient jeudi. Vous avez entendu le professeur Iou qui pointait du doigt ses collègues ministres qui prient avant le conseil des ministres. C'est les mêmes qui prient les jeudis, qui sont contre la justice sociale. Il parlait principalement d'Adédié et de son collègue Pius Akbetome. Qui sont ces gens-là, vraiment, c'est terrible. Donc, moi, je vous interpelle. Vous devez nous dire de quel côté vous êtes actuellement. Dans quel camp vous êtes pour l'histoire. Vous devez nous dire dans quel camp vous êtes pour l'histoire. Nous sommes à un chemin, nous sommes à la croisée des chemins pour notre pays. Vous devez nous dire dans quel camp vous vous situez. Dès maintenant. Parce que quand les vraies choses vont commencer, si vous n'avez pas choisi votre camp, on saura où vous ranger. On saura où vous ranger. Il y a des gens qui sont en Europe, qui travaillent dur, qui prennent leur salaire, qui envoient des dîmes, ils font des transferts. 300 euros, 400 euros à ces pasteurs-là, qui vivent tranquillement au pays, qui ont acheté des terrains partout. 200 lots, 50 lots, 60 lots, ils ont des terrains partout. Mais les gens sont en Occident qui travaillent dur, qui leur envoient de l'argent. Donc, ce système d'escroquerie-là, on doit mettre fin à ça. Donc, j'interpelle les pasteurs. Je vous interpelle solennellement. Vous devez sortir pour nous dire de quel camp vous êtes. Est-ce que vous êtes du camp de l'oppresseur ou vous êtes du camp du peuple? Si vous êtes du camp de l'oppresseur, alors les Togolais n'ont plus rien à faire dans vos églises. Les Togolais qui souffrent n'ont plus besoin d'aller dans vos églises, de cotiser pour vous, d'entretenir vos enfants, vos femmes. Si vous êtes du camp de l'oppresseur, alors que l'oppresseur vous donne de l'argent. Donc, je vous interpelle et je continuerai pas à vous interpeller. Je reviendrai sur les imams. J'interpellerai les évêques. J'ai déjà interpellé les évêques. Je vais interpeller les avocats. Eux aussi, ils jouent un rôle essentiel dans la cité. Donc, aujourd'hui, c'est les pasteurs. Donc, vous avez le choix. Les jours à venir au Togo seront très chauds et délicats. C'est à vous de dire de quel côté vous êtes pour l'histoire. Si vous êtes du côté de l'oppresseur, c'est bon. Mais si vous êtes du côté du peuple, on jugera. Donc, voilà ce que j'ai voulu dire à la suite de ce courrier qui est parti. Donc, voilà la toute première information que j'ai voulu partager avec vous pour ce live. Deuxième information que je voulais partager avec vous pour ce live. Je voulais vous expliquer la situation au niveau de Sunu Bank. Vous savez qu'il y a de cela 3 mois ou bien 2 mois, on a largement parlé de Sunu Bank et des difficultés que cette banque rencontre à la suite d'une très mauvaise gestion de sa dernière directrice, Madame Adotevi Myriam, qui a créé pas mal de dégâts. Et cette dame qui se trouve aujourd'hui en Côte d'Ivoire pour gérer toujours une structure d'assurance liée à Sunu. Et donc, le mois dernier, c'est-à-dire le mois qui vient de finir, le mois de ce mois-ci, la semaine dernière, les fonctionnaires qui prennent leur salaire à Sunu Bank ont eu toutes les difficultés à retirer de l'argent sur l'ensemble du territoire. Il y a eu
je ne sais pas, c'est une panne, mais les guichets automatiques de Lomé jusqu'à CKC n'ont pas travaillé. Et ils ont eu toutes les difficultés à retirer de l'argent. Et la manière dont l'affaire de Sunu Bank est en train de se passer peut nous conduire à une banqueroute. C'est comme on a longtemps parlé de la CET. L'État n'a pas pris ses responsabilités. Aujourd'hui, la CET est devenue une catastrophe et nous sommes en train de subir tous la mauvaise gestion de la CET. C'est le cas qui se passe actuellement à Sunu Bank avec cette dame, Madame Myriam Arotevi, dont j'ai appris qu'elle serait encore à Lomé ce dimanche parce qu'elle se trouve en Côte d'Ivoire. Ils ont déplacé tous les serveurs de la banque en Côte d'Ivoire et c'est depuis la Côte d'Ivoire qu'ils manipulent les bases de données. Et donc, ce qui fait que à Lomé, il y a pas mal de difficultés au niveau de la banque, en dehors de la situation catastrophique. On attend les conclusions de la commission bancaire, mais toujours est-il que le mois passé, les fonctionnaires, tous ceux qui ont domicilié leur salaire à Sunu Bank ont eu des difficultés à les avoir ou à prélever de l'argent au niveau des distributeurs de guichets automatiques. Parce que, justement, la stratégie d'exploitation de la banque a conduit à ce que cette dame-là, pour continuer pas prendre de l'argent dans la banque alors qu'elle n'est plus directrice, elle est maintenant au niveau de l'assurance, Sunu Assurance, c'est pas la même chose. L'assurance et la banque, au niveau de la Côte d'Ivoire, elle continue d'avoir une même mise sur la banque à Lomé. Elle prélève toujours de l'argent, elle manipule les bases de données, les serveurs. Et donc, il est important que l'État togolais puisse vraiment avoir un regard sur cette banque-là parce qu'il y a l'épargne des Togolais, il y a les cotisations des Togolais. Des gens ont mis leur petite fortune dans cette banque-là. Il est quand même inconcevable que l'État togolais se taise jusqu'à ce que la catastrophe n'arrive. Donc, Sunu Bank, c'est l'ancienne BPEC et qui a été privatisée de façon, je ne sais pas, opaque par l'ancien ministre de l'économie et des finances, Sani Yaya, et qui se trouve aujourd'hui dans une situation de banqueroute totale. Donc, voilà tout ce que je peux dire sur Sunu Bank en attendant les conclusions de la commission bancaire qui ne tarderont pas à sortir. Madame Arotevi, selon mes informations, est encore attendue aujourd'hui ce dimanche à Lomé pour soi-disant relance commerciale après avoir détruit le tissu économique et les fonds propres de la banque. En réalité, c'est pour voir comment fermer certains trous qu'elle a créés dans la banque sous d'autres cieux. Normalement, une fois qu'elle a atterri au Togo, elle devait être arrêtée. Deuxième information que je voulais partager avec vous, ou bien troisième, toujours parlant de la banque, il vous souvient que quand j'étais encore au pays, on a fait des publications, des articles, on a fait des émissions sur l'UTB, l'Union togolaise des banques, au sein de laquelle certains de ses employés, c'est-à-dire les employés de l'UTB, les agents, se permettent de siphonner les comptes des clients. Voler l'argent sur le compte des clients aujourd'hui au Togo est devenu une pratique courante dans plusieurs banques. Plusieurs banques ont été assignées devant les tribunaux parce que les opérateurs économiques ont constaté que leurs comptes ont été manipulés par les agents qui sont dans les banques. Donc, généralement, c'est des individus véreux qui prélèvent de l'argent sur les comptes des clients, parfois plusieurs centaines de millions, et disparaissent. Certains quittent le pays, certains ne quittent pas le pays, mais quand les clients, les victimes se plaignent, la banque refuse d'assumer ses responsabilités. C'est comme ça qu'un de nos compatriotes, directeur d'une grande société qu'on appelle Société Télémobile Internationale, TMI, c'est un de nos compatriotes, on a souvent parlé de son cas, s'est vu délester de son compte bancaire plus de 500 millions. Le préjudice qu'il a subi à l'UTB, je vais me rappeler de ça, à l'époque, voilà, on a volé sur son compte, c'est un opérateur économique donc, qui reçoit de gros marchés, donc on a volé sur son compte à l'UTB 574 740 737 francs CFA. C'est-à-dire, un matin, on a manipulé son compte et puis cet argent a disparu. Donc, c'est une affaire extrêmement grave qui est en train de faire le circuit de la justice depuis des années. Et on essaye de faire tout pour étouffer l'affaire. On a menacé le gars est allé en première instance, il est allé à la cour d'appel, il est allé à la cour suprême. On l'a menacé, on a utilisé des moyens de pression sur lui, mais
il y a des rapports qui lui donnent raison, qui prouvent qu'effectivement, on a volé l'argent sur son compte. Et donc, il s'est battu depuis des années pour avoir raison. Et comme la justice togolaise est une justice aux ordres, est une justice instrumentalisée, il est allé à la Cour de justice et d'arbitrage. La Cour commune de justice et d'arbitrage, je pense qu'elle se trouve à Abidjan, la CCJA, elle est sous l'autorité de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, l'OHADA. Donc, ce compatriote est allé à Abidjan, il a porté l'affaire à la CCJA et la Cour a fait une audience publique le 15 mai, donc il y a cela 2 semaines, et a rendu sa décision en condamnant l'UTB sur la banque où on a volé l'argent de ce compatriote-là. Donc, l'UTB est condamné à payer à ce compatriote la somme de 2 milliards de francs CFA pour des causes de préjudice confondues. Je vous lis la décision finale. Par ces motifs, statuant publiquement, après avoir délibéré, casse l'arrêt numéro, parce qu'il y avait un arrêt qui a été rendu au Togo par la Cour d'appel, casse l'arrêt numéro 217-2023, rendu le 19 octobre 2023 par la Cour d'appel de Lomé, évoquant et statuant sur le fond, dit n'y avoir lieu à l'audition de l'expert commis. Confirme le jugement numéro 190 de 2021, rendu le 17 mars 2021 par le tribunal de commerce de Lomé, sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts. En fait, le compatriote avait déjà gagné au tribunal de commerce de Lomé. Et ceux qui lui en voulaient ont porté l'affaire, l'UTB, à la Cour suprême. À la Cour suprême, ils ont manipulé la justice pour ne pas lui donner raison. Et donc, il est parti à la CCJA. Et donc, l'infirme donc quant au paiement des dits dommages et intérêts. Condamne par conséquent l'UTB à payer à la société Télémobile Internationale, en abrégé TMI, la somme de 2 milliards de francs CFA. Toutes causes de préjudice confondues, déboutent toutes les parties de leur demande en surplus ou infondée, condamne l'UTB, l'Union togolaise des banques, aux entières dépens, ainsi fait juger et prononcer les jours, mois et ans que déçus, et ont signé le président, pour le président le greffier, pour copie exécutoire en 8 pages pour nous, Maître Edmond Appoint Assieroué, greffier en chef de la Cour de justice, la cour d'arbitrage de CCJA. Fait Abidjan le 16 mai 2025. Maître Edmond Appoint Assieroué. Donc voilà l'UTB. Donc aujourd'hui, même les banques togolaises ne sont pas sûres. Vous laissez l'argent à la banque. Il y a des individus qui se permettent de manipuler les fonds, de manipuler les comptes des gens, d'enlever l'argent sur les comptes des gens. Et quand vous poursuivez la banque, on fait tout pour que la justice ne vous donne pas raison. Donc, ce compatriote a été victime et ça fait plus de 4 ans qu'il traîne cette affaire-là. Et finalement, il est allé à Abidjan, à la cour d'arbitrage, la cour commune de justice et d'arbitrage, la CCJA, où il vient de gagner ce procès et l'UTB est condamné à lui verser 2 milliards de francs CFA. Donc, voilà comment les choses sont gérées au Togo. Donc, les 2 milliards de francs CFA, l'UTB est déjà en difficulté. Je ne sais pas comment ils vont en faire, comment ils vont s'en sortir. J'ai appris que c'est Ingrid Awade qui est devenue la présidente du conseil d'administration de l'UTB, sauf vérification, j'attends de vérifier, mais j'ai appris que c'est elle qui est devenue. Et donc, voilà la situation dans notre pays. On espère de voir comment ça va se passer. Voilà, maintenant, on va attaquer les sujets encore plus croustillants. Les sujets croustillants, il y a la Sûreté, il y a Amron, il y a déjà interpellé les avocats, j'ai parlé de Sunuban. Voilà. Je vais parler de Faure Gnassingbé qui a pris un décret la semaine dernière pour nommer un Pakistanais comme conseiller. Conseiller en énergie, je ne sais pas quoi, tout ça là. Chers compatriotes, nous avons aujourd'hui toutes les raisons de nous révolter par rapport à la manière dont Faure Gnassingbé prend le Togo comme sa propriété privée et l'administre comme il veut. Pendant longtemps, nous avons dénoncé tous ces étrangers, sans être xénophobes, que Faure Gnassingbé fait venir dans notre pays, qui nous coûtent des yeux de la tête, dont on ne voit jamais les résultats. On a toute la bande des Rwandais, Burundais qui sont passés. On a eu la bande des militaires, comme le général français qui a créé les BIR. Il est décédé maintenant, qui est passé, il avait fait le Cameroun. Il est passé aussi au Togo. C'était un général, un ancien chef d'état-major de l'armée française, gracieusement payé par l'argent du contribuable. On a la bande de Dominique Strauss-Kahn, Carlos Lopez,
Tony Blair, vous savez que la fondation de Tony Blair, son siège, c'est à la présidence de la République. Vous imaginez ça? La fondation de Tony Blair, son siège au Togo, c'est à la présidence de la République qu'il est logé. Et ces gens-là, ils viennent dans notre pays, ils participent à des séminaires gouvernementaux, ils auditionnent les ministres, ils orientent les décisions de notre pays. Et pourtant, nous sommes indépendants. Nous sommes supposés être indépendants depuis 60 ans. Nous avons un président qui dit avoir fait des études d'économie en France et aux États-Unis, et il est au pouvoir depuis 20 ans. Il va chercher des magiciens, des criminels dans d'autres pays pour en faire des conseillers, et il débloque des milliards de nos fonds pour payer ces gens-là. Et donc, ces gens-là, ils sont avec Faure Gnassingbé depuis des années. On ne voit aucun résultat. Il y a la vague des Béninois, Réki Amadougou, Atadi Chegoun Bakari, qui est maintenant le ministre des Affaires étrangères au Bénin, le professeur Aïvan, et bien d'autres qui avaient aussi leur bureau à la présidence togolaise. D'ailleurs, avant de parler des Béninois, je voudrais que la technique me projette un livre que je vais vous présenter. Avant de revenir sur ces histoires de conseils, est-ce que vous pouvez me projeter un livre? Je vais vous présenter un livre, je vais vous recommander un livre que vous allez acheter et lire et comprendre ce qui se passe dans notre pays. Quand je dis certaines choses, il faut comprendre ce qui se passe dans notre pays. Pour ceux qui sont sur TikTok, peut-être c'est dimanche prochain qu'on va mettre TikTok dans le studio. Comme c'est un nouveau compte, TikTok refusait qu'on le mette ensemble avec les autres. C'est pour ça que vous n'avez pas les images. Mais ceux qui sont sur YouTube et Facebook, vous allez voir les images de ce livre-là que je vous recommande d'acheter. Voilà ce livre-là. Ce livre est apparu fin 2023, donc début 2024. Il est de Madame... Est-ce que vous pouvez me mettre en petite taille et puis le livre pour que les gens voient l'auteur. Ce livre-là, voilà. Donc, ce livre est de Madame Rosine Vieira Soglo. Madame Rosine Vieira Soglo, c'est la femme du président Nicéphore Soglo. Elle est décédée maintenant. Elle a eu un parcours assez riche en politique. Elle a été députée à l'Assemblée nationale. Je pense qu'elle était la doyenne de l'Assemblée nationale. Donc, elle a laissé ses mémoires. Les mémoires d'une Amazone des temps modernes pour l'histoire des femmes et du Bénin. Donc, quand vous lisez ce livre-là, cette dame révèle comment Yadema et son enfant ont mis beaucoup d'argent au Bénin pour acheter les hommes politiques béninois. Donc, je vous recommande, c'est pour ça que je vous le recommande. Achetez ce livre-là, il doit être à 26 €. Ce n'est plus disponible à la FNAC, mais vous allez le trouver chez l'éditeur Harmattan ou sur Amazon. Il est à 26 €. Vous allez voir comment est-ce que... Je vais revenir pour vous détailler les passages de ce livre-là, mais je survole rapidement ce livre, je vous le recommande. Vous allez voir dans ce livre comment est-ce que elle fait ce n'est pas un témoignage. Elle nous renseigne, elle nous dit comment est-ce que les Gnassingbé versaient beaucoup d'argent au Bénin pour acheter les hommes politiques et certains même qui sont encore au Bénin en train aujourd'hui de parler des droits de l'homme alors qu'ils venaient servir la dictature. Donc, achetez ce livre-là, vous allez voir ce que cette dame révèle comme information dans ce livre-là sur le Togo, au moment où nous n'avons pas d'hôpitaux, au moment où on n'a pas de routes, au moment où on n'a pas de bourse pour les étudiants, au moment où nous avons des difficultés à joindre les deux bouts, les Gnassingbé, pour préserver leur pouvoir, ils mettent l'argent dans les pays voisins. Ça, c'est elle qui le dit dans son mémoire. Peut-être les Ghanéens, quand les Ghanéens vont le dire, ça sera encore plus catastrophique parce qu'il y a eu plus d'argent déversé au Ghana qu'au Bénin. On parle de milliards, de beaucoup d'argent que les Gnassingbé ont mis au Bénin pour avoir des gens de ce côté, au Bénin de leur côté. Donc, je vous recommande ce livre-là. Vous pouvez le commander sur Amazon. Il est de Rosine Vieira Soglo, l'épouse de l'ancien président béninois qui a laissé ses mémoires. Pardon. Merci. Alors, on continue. Donc, je reviens. Donc, vous pouvez faire partie du livre. Donc, je reviens sur les conseillers de Faure Gnassingbé. Donc, après avoir utilisé tous ces conseillers-là, les Strauss-Kahn, les Tony Blair, les Carlos Lopez, ils sont encore là. Les Réki Amadougou, les Rwandais, Gaperi, les Frédéric Nkirikouye, toutes ces bandes de profiteurs, aujourd'hui, et plus les Israéliens qui sont aussi là, aujourd'hui, Faure nous sort un Pakistanais. Un Pakistanais, comme si nous, on n'est pas suffisamment intelligents, il va nous sortir un Pakistanais qu'il nomme comme conseiller et il faut proclamer ça sur la place publique. Généralement, quand il nomme des gens comme conseillers, c'est discret. Mais là, il le met sur la place publique et je me pose la question de savoir pourquoi ils annoncent à coup de renfort à travers les médias qu'il a nommé quelqu'un, un Pakistanais, comme conseiller en énergie. La place que ce Pakistanais est en train d'occuper là,
C'était la place que le Béninois Adjadi Shogun Bakari avait occupée. Et c'est ce Béninois-là, plus les réseaux qu'il avait au Togo ici, qui ont détruit tout le secteur de l'énergie, notamment la centrale Kekeli, les histoires de l'énergie solaire, et les histoires de Bibi Box, mais aussi la Suété. Mais je voudrais juste vous dire ceci. À chaque fois que Faure nomme un étranger comme conseiller, c'est que c'est quelqu'un qui va l'aider à sortir l'argent du pays. C'est ça en fait. Et quand vous voyez ce monsieur-là, son parcours, il est à Dubaï. Et quand vous prenez Dubaï aujourd'hui, c'est la destination de tout l'argent qui est issu des flux illicites financiers. Des flux financiers illicites, de l'argent qui sort du pays, l'évasion fiscale et tout ça. Parce que on ne voit pas ce que ce monsieur va faire à côté de Faure Gnassingbé, que des gens qui sont dans UNIR, qui ont des compétences dans UNIR ne sont pas capables de faire. Donc, quand il nomme des gens comme ça, c'est pour lui servir de couloir pour sortir l'argent du pays. Donc, ce monsieur vient à Dubaï, il est déjà avec Faure Gnassingbé. Ce n'est pas que c'est maintenant qu'il vient, parce que le projet Bibi Box est au Togo depuis. Et ce projet a fait flop depuis. Ils ont mis des milliards, ils ont détourné les fonds, les histoires de projets CISO, tout ça, ils ont détourné les fonds. Vous avez vu les panneaux solaires qui sont à Lomé et dans les villages. Vous avez remarqué qu'à un moment donné, ils ont implanté des panneaux solaires à Lomé. Il y en a eu à Kodovia-Kopé, rue Gaïtou, dans certains quartiers de Lomé, et dans des villages, ils ont mis 4 panneaux dans certains villages. Vous savez combien ils ont facturé ces panneaux-là, ces panneaux solaires qu'ils ont mis sur nos voies, qui ne s'allument même plus aujourd'hui. Ils ont facturé ces panneaux 2 500 000 francs, le poteau, le panneau. Et ils ont facturé les panneaux-là 2 500 000 francs. En réalité, ces panneaux ne doivent même pas faire 1 million. Mais ils les ont facturés à 2 500 000 par panneau. Et ces panneaux n'ont pas fonctionné. Ceux qui sont dans les quartiers comme rue Gaïtou, est-ce que les panneaux, les lampadaires solaires s'allument encore? En plus, les gens sont passés, ils ont volé les batteries. Parce que les batteries étaient sous les poteaux. Les gens sont passés, ils ont enlevé les batteries et ces panneaux ne fonctionnent pas. Tous ces panneaux ne fonctionnent pas. Et donc, ceux qui ont géré ce projet-là, ils sont avec Faure Gnassingbé. Ce sont ces conseillers en énergie renouvelable avec les Adjadi Bakari qui sont devenus aujourd'hui ministres des Affaires étrangères au Bénin. Et plus ces blancs-là. Aujourd'hui, ils viennent nommer ces gens-là conseillers. Est-ce que nous devons conclure que dans UNIR, là je m'adresse aux cadres de UNIR, s'il y en a, puisque eux-mêmes disent qu'ils sont des cadres, il n'y a personne parmi vous qui soit compétent pour être conseiller de Faure Gnassingbé au point qu'il aille au Pakistan. Bientôt, il ira chercher des conseillers en Afghanistan. Au point qu'il aille au Pakistan pour chercher un conseiller. Faure Gnassingbé qui a fait des études d'économie ou qui est supposé avoir fait des études d'économie, il n'a eu aucun collègue d'université, il n'a eu aucun ami à l'université, que ce soit en France ou aux États-Unis. Aucun Togolais n'a été de sa promotion pour qu'il les sollicite pour travailler avec lui. Il va chercher un Pakistanais. Bientôt, il ira en Afghanistan pour chercher un conseiller. Donc, vous, les gens d'UNIR là, qui dit tout le temps, c'est notre champion là, c'est sa manière de se moquer de vous. C'est sa manière de vous dire que je m'en fous de vous. Il a du mépris pour vous. Parce que je suis convaincu que parmi vous, il y a des gens qui sont compétents. Parmi vous, il y a des gens qui ont de la compétence. Mais pourquoi il ne vous appelle pas pour travailler avec lui? Il va chercher un Pakistanais. Justement parce qu'il cherche des couloirs pour sortir l'argent du pays. Parce que c'est en ça qu'il est champion. Sortir l'argent du pays, aller garnir ses comptes un peu partout. Donc, c'est ça. Donc, vous avez votre nouveau conseiller en énergie. Mais au-delà de cette personne, est-ce que aujourd'hui, en toute sincérité, ceux qui ont lu la Constitution, ceux qui ont lu la nouvelle Constitution, est-ce que Faure Gnassingbé est habilité à prendre un décret pour nommer quelqu'un alors que le conseil qu'il préside n'existe pas encore? Parce que Faure, il est le président du conseil. C'est ce qu'il se dit. Ou bien c'est ce qu'ils ont dit. Il est le président du conseil. Le conseil, c'est une structure dont c'est une structure que lui préside. Normalement, tout décret qu'il doit prendre doit être issu d'une délibération du conseil. C'est-à-dire, Faure Gnassingbé, son appellation, c'est le président du conseil. C'est-à-dire, il gère une structure qu'on appelle le conseil. Le conseil, c'est l'ensemble des ministres dont il est le premier responsable. Est-ce que nous avons aujourd'hui un gouvernement? Non. Est-ce qu'un gouvernement s'est réuni pour délibérer sur les questions de la nation permettant à Faure Gnassingbé de prendre un décret? Non. Alors, pourquoi ici les décrets? En d'autres termes, il est en train de violer sa propre constitution. Déjà que sa copine Sandra Johnson est déjà secrétaire générale du président du conseil, sans qu'aucun décret ne la nomme officiellement. Sandra Johnson était secrétaire générale de l'ancienne présidence, de la présidence de Faure qui s'est achevée. Donc, normalement,
lorsque Faure Gnassingbé a été choisi, il devait constituer son cabinet. Et en constituant son cabinet, il devait nommer peut-être un directeur de cabinet, secrétaire général, tout ça. Et donc, il devait prendre un décret pour reconduire Sandra Johnson. Si tant est qu'il tient que Sandra Johnson reste à ses côtés, parce qu'elle a intérêt à rester à ses côtés. Et lui-même, il a intérêt à ce qu'elle reste à ses côtés. Ils savent ce qu'ils font ensemble. Mais il n'a pris aucun décret pour nommer cette dame-là. Maintenant, il prend un décret au nom du conseil qu'il préside, alors que le conseil n'existe pas. Et Sandra Johnson contresigne contre nouvelle secrétaire du conseil, du président du conseil. Vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez ça normal? Donc, sur toute la ligne, on dirait qu'on n'a même pas de constitution. C'est un chiffon que Faure manipule comme il veut, selon ses humeurs. Aujourd'hui, normalement, il doit être à la tête d'un conseil avant de prendre des décisions. Et le conseil doit se réunir. Mais alors, nous n'avons pas de gouvernement. On n'a pas de gouvernement. Officiellement, on n'a pas de gouvernement. Les ministres qui sont là en train de gérer les affaires courantes sont issus de l'ancienne République. C'est ça la réalité. Autre chose, dans les régimes parlementaires, connus pour être des régimes instables, que ce soit en Allemagne, parfois, en Italie, en Israël, en Inde, Canada, c'est un autre format, l'Angleterre, c'est un autre format. Les régimes parlementaires dont nous nous sommes inspirés, de vous à moi, qui est l'autorité, qui est le garant de l'autorité morale du pays? C'est le président. C'est le président qui est le garant de l'autorité du pays, c'est-à-dire c'est lui qui est la personne qui est le garant de l'autorité dans le pays. Donc, dans ces pays-là, que ce soit en Inde et tout ça, ces pays-là, puisque c'est le président qui est le garant de l'autorité, c'est la photo du président qui est dans les bureaux officiels. Dans le régime parlementaire, c'est la photo du président, fut-il un président honorifique, qui est dans l'administration. Le premier ministre, comme il est de passage, on ne met pas sa photo dans l'administration. Dans un régime parlementaire, c'est la photo du président qui est dans l'administration. Le premier ministre peut tomber à tout moment. Il est à la tête d'un gouvernement. Le gouvernement peut faire 6 mois, il peut tomber. Le gouvernement peut faire 4 mois, il peut tomber. Donc, il faut enlever toutes les photos de Faure qui sont dans l'administration et mettre celui de son pantin sans vie de tomber. Il a voulu le régime parlementaire. On va l'appliquer jusqu'au bout. Il a voulu le régime parlementaire sans réfléchir aux conséquences. On va l'aider à l'appliquer jusqu'au bout. Dans un régime parlementaire, ce n'est pas la photo du premier ministre qu'on met dans l'administration. C'est la photo du président. Donc, dans toute l'administration togolaise, il faut enlever les photos de Faure Gnassingbé et mettre la photo de son président sans vie de tomber. Peut-être qu'il n'a pas pensé à ça. Ceux qui lui ont dit de mettre le régime parlementaire, ils n'ont pas pensé à ça. Moi, je le lui rappelle. Dans un régime parlementaire, c'est la photo du président qui est dans l'administration, pas la photo du premier ministre ou du président du conseil. Donc, enlever toutes les photos de Faure Gnassingbé, allez mettre la photo de celui que lui-même il a nommé comme président là-bas. Ensuite, comme le président honorifique n'apparaît nulle part, je voudrais inviter les syndicalistes, les associations de société civile à demander audience au président, le président honorifique. Il est là, il doit travailler parce qu'on va le payer. Nous allons le payer. Donc, il est là, il doit travailler. Donc, on va le payer. Donc, je demande à toutes les structures de notre pays de demander une audience au président de la République. Donc, M. Sammy de Tové. S'il refuse de les recevoir, on va tirer les conséquences. S'il les renvoie vers Faure, on va tirer les conséquences. Donc, on va faire un exercice comme ça. Il faut que les associations, les syndicats demandent à voir le président. Parce que ça ne va pas. Donc, il faut qu'on demande à le voir. Il faut lui demander une audience. Écrivez, allez déposer dans sa maison, là où il est à Côte-de-Mela, que vous voulez le voir. Parce qu'il est le président, il doit s'assumer. Il est le président de la République, il doit s'assumer. Donc, demandez à le voir. S'il ne veut pas vous voir, on va tirer les conséquences. Donc, voilà ce que j'ai envie de dire sur cette histoire de Faure Gnassingbé avec ses amis, comment ça s'appelle, pakistanais là. Bientôt, il va nommer un Bangladeshien ou je ne sais pas quoi comme conseil. Ça, c'est l'incompétence dont sa femme a parlé. Si toi-même, tu es incompétent, tu peux aller chercher même Bill Gates comme conseiller. Tu ne feras rien parce que toi-même, tu es incompétent. Donc, ce n'est pas le fait de s'entourer. Mais les Dominique Strauss-Kahn, là, c'est des gens qui sont dans leur domaine très calés. Pourquoi ils n'ont jamais réussi à changer le Togo? Est-ce que Talon a besoin d'avoir eu ces gens-là pour développer son pays? Est-ce que Talon a eu besoin de ces gens-là pour implémenter tous les projets qu'il a implémentés? Non. Mais Faure, lui, il va chercher des gens, des individus sulfureux. Des gens qui sont aussi dans des scandales comme lui pour les nommer président et conseiller. Voilà ce que j'ai à dire sur cette question de conseiller. Maintenant, on va parler de la sûreté. On parlera du dossier d'Amron. J'ai quelques révélations à vous faire sur le dossier Amron. Ça, c'est vers la fin.
on va parler de la CET. Il y a des choses intéressantes que je vais vous dire sur la question de Amron. On en parlera. Il y a des choses qui vous ont échappé, on va en parler. Là, on va parler de la CET. Alors, pour la CET, les Togolais doivent se préparer à des difficultés, d'énormes difficultés. Vous avez vu les communiqués qui sont sortis, notamment fixant les nouvelles tarifications. Et on a entendu beaucoup de nos compatriotes qui ont fait des lives, et d'autres qui ont fait des vidéos pour se plaindre de l'achat du cash power. Mais je vous assure que la situation va se dégrader. Et aujourd'hui, je vais expliquer un peu ce qu'on comprend par cette nouvelle grille tarifaire, quelles sont les conséquences. Et puis, je vais, après avoir pointé du doigt les dirigeants qui ne payaient pas leurs factures, Faure Gnassingbé et ses maîtresses, ses ministres et tout le Bataclan qui est autour de lui, les Damipi, tout ça, ces voleurs-là, je vais vous parler aujourd'hui de ceux qui sont aussi à la CET qui font des dégâts. Parce qu'aujourd'hui, à la CET, il y a des individus qui font aussi des dégâts. Ces gens-là, nous avons intérêt à mettre les projecteurs sur eux parce que c'est de leur faute que nous sommes obligés aujourd'hui de payer cher le courant. Et ces gens, on va mettre des projecteurs sur eux et je vous en parlerai. Il y a un qui a été limogé par la CET elle-même à peine avant-hier. On va profiter, on va rentrer dans cette brèche-là pour vous doiter certains individus qui font des dégâts énormes à la CET. Ces gens-là, normalement, on doit les arrêter. Mais on en parlera tout à l'heure. Alors, la tarification. Vous savez que la tarification au niveau de la CET, comme eux-mêmes l'ont expliqué, ça se passe selon la puissance que vous avez souscrit. Et la catégorie d'usage. La puissance, c'est les ampères. La catégorie, c'est est-ce que c'est un usage domestique ou un usage non domestique. Si vous êtes meunier, c'est un usage non domestique. Mais si vous l'utilisez juste à la maison pour vous éclairer, c'est un usage domestique. Donc, vous avez aujourd'hui, sur l'ampèremètre, vous avez les 1,1 kV hein, qui correspondent à 5 ampères. Les 5 ampères sont généralement utilisés dans les villages et les localités où on vient d'implémenter de nouvelles lignes dans les villages. Mais dans la capitale, les gens sont à 2,2 kWh et qui correspond à 10 ampères. Il y en a qui sont à 3,3 à Lomé et presque les utilisateurs commencent par 10 ampères. Vous savez, quand vous allez à la CET pour prendre votre contrat, l'ampérage commence toujours par 10 ampères. Et 10 ampères, c'est 2,2. Et donc, aujourd'hui, tous ceux qui sont à partir de 2,2, c'est-à-dire 10 ampères, sont sortis de la tranche sociale. Avant, ils étaient dans la tranche sociale et puis exonérés de la TVA. Donc, tous ces gens-là, aujourd'hui, ils sont sortis de la tranche sociale. D'où, quand ils achètent maintenant, ils voient que ils ont moins de disponibilité, mais ils utilisent beaucoup d'argent. Donc, ceux qui ont les 10 ampères, qui bénéficiaient de la tranche sociale, qui est de 1 à 40 kWh, parce que quand vous êtes entre 1 et 40 kWh, vous bénéficiez de la tranche sociale, et elle était exonérée de la TVA, ainsi que les 60 kWh de la tranche 1 sont exonérés de la TVA. Donc, de 1 à 100 kWh, ces gens-là ne payaient pas la TVA. Mais tous ceux qui ont 10 ampères avant, c'est-à-dire à partir de 40 kWh, aujourd'hui, ils sont hors de la tranche sociale. Ça veut dire que vous allez encore payer plus pour avoir le courant. Les compteurs mécaniques vont payer plus que ceux des cash power, ce qui est une injustice. Normalement, quand on fait une telle réforme, que ce soit le compteur mécanique ou le compteur prépayé, les gens devaient avoir les mêmes tarifications. Mais aujourd'hui, ce fait que ceux qui payent selon leur propre grille, ceux qui payent le cash power vont payer moins que ceux qui payent le compteur mécanique. Et vous allez le voir sur les factures parce que le compteur prépayé, tu es à 97 francs. Tu es à 97 francs avec une redevance de 1000 francs. Exemple, avec une redevance de 1500 plutôt, je pense, le compteur prépayé. 97 francs. Non, ouais, 97 francs pour 100 kWh, plus TVA, plus 1000 francs, plus 500, plus 500. Alors que quand tu es au compteur mécanique, tu es à 102 francs, plus la TVA, plus 1500, plus 500, plus 500. Voilà les frais qui sont greffés. Et ensuite, la CET n'a pas abrogé, la tarification comme l'a été dit la dernière fois, mais elle le confirme et elle a même sorti un communiqué pour dire que les gens sont en train de mentir et ces gens-là sont passibles de poursuites en continuant par servir de fausses informations. Donc aujourd'hui,
la situation est telle que il n'y a plus de tranche sociale dans toute la ville de Lomé, il n'y en a plus. Et dans les grandes villes, il n'y a plus de tranche sociale parce que tous ceux qui sont à partir de 10 ampères, ils n'ont plus de tranche sociale. Et les 5 ampères sont dans les villages. Et que vous soyez sur la gamme domestique ou non domestique, votre consommation et la facturation va changer. Donc, il faut que les associations de consommateurs, ceux qui connaissent, ceux qui maîtrisent les mécanismes de qualification, prennent la parole pour mieux expliquer à nos compatriotes ce qui va se passer dans les jours à venir pour le compteur prépayé. Ça a commencé déjà. Pour les compteurs mécaniques, à la fin du mois prochain, les gens recevront leurs factures et les gens vont se rendre compte que les factures seront salées. On risque de passer même du simple au double pour certains consommateurs. Donc, il faut s'attendre à des difficultés dans les jours à venir. Donc, quand je finis de donner ces aspects sur la tarification, on va maintenant parler de la gabegie interne à la société. J'avais parlé des histoires de commandes de champagne et tout ce que vous imaginez, mais il y a aussi plusieurs réseaux qui profitent de la société, notamment dans la commande des cash power. Vous savez, la société commande plusieurs cash power de plusieurs marques. LV10, Résine, Clou, Itron, Sagecom, ils ont plusieurs marques et chaque marque a un réseau, c'est-à-dire à la société là-bas et au ministère et même dans l'ensemble même de l'appareil politique de l'UNIR, ceux qui interviennent dans la société, chacun a un réseau pour commander les cash power. Je parle des compteurs prépayés. Donc, vous avez les marques LV10, ça c'est pour Menyasibe, qui allait chercher ses compteurs il était en voyage avec son frère en Israël, ils ont amené ces compteurs-là. Beaucoup de compteurs étaient défectueux parce que les gens n'achètent pas suffisamment, n'achètent pas souvent le bon. Il y a des transformateurs qui sautent aussi. Donc, Menyasibe a participé pendant longtemps à la commande de ces compteurs LV10 à la société. Donc, vous savez, quand on dit c'est Menyasibe, c'est à la fois des surfacturations, c'est parfois même des commandes non livrées, mais qui sont payées. Et donc, tout ça sur le dos du contribuable. Il y a d'autres réseaux aussi qui ont commandé d'autres compteurs prépayés, comme les Exil, les Clou, les Itron, les Sagecom. Alors, quand on part des compteurs prépayés, on attaque, par exemple, les investissements. Les investissements que la technique me prépare, l'organigramme de la société avec la personne qui a été sautée la dernière fois. Vous avez, par exemple, au ministère de l'énergie, un certain monsieur Abbas Abdoulaye. Monsieur Abbas Abdoulaye a fait toute sa carrière, sinon une grande partie de sa carrière à la société. Et de la société, il est parti au cabinet. De la société, il est parti au cabinet. Il est devenu directeur de cabinet du ministre de l'énergie. Il est aussi membre du conseil d'administration de la société. Il a placé ses bons petits à des structures assez stratégiques de la société, notamment la direction de la planification, de l'investissement et des projets. Un certain M. Boukari, qui est un de ses bons petits. Il a placé un autre à la DSI. La dernière fois, je vous ai parlé de la DSI, je vous ai lu un mémorandum sur la DSI. Un autre bon petit là-bas qui s'appelle M. Mokhtar. Et il y a un autre, celui qui vient d'être sauté, qui était dans une autre direction. Et ces gens-là, ils sont ses yeux au niveau de la société. Et ce monsieur, Abdoulaye Abbas, c'est lui, depuis le ministère, qui pilote une grande partie des projets de la société. Parce que lui-même, il a fait la société. Il a mis ces petits, par exemple, celui qu'il a mis, le monsieur Boukari, qui a mis la direction de la planification, de l'investissement et des projets, c'est lui qui s'occupe de tous les projets de la société, les grands projets d'investissement. Donc, quand ces projets arrivent, il y a les financements qui arrivent, c'est lui qui oriente les projets. Et donc, derrière lui, il y a monsieur Abdoulaye Abbas. Et ce monsieur Abdoulaye Abbas a plusieurs sociétés dans le privé qui sont devenues des sociétés prestataires de la société. Des sociétés qui ne sont pas en son nom, mais on fait tout pour que ces sociétés-là aient les marchés, parce que celui qui octroie les marchés, c'est son petit au niveau de la société. Conséquence, ces gens-là, ils pilotent des projets qui n'arrivent jamais à terme, mais il y a toujours des projets qui arrivent, dont la moitié même de financement se retrouve dans leur poche à eux. C'est des gens qui sont immensement riches, alors que ce ne sont que des fonctionnaires. Ils sont immensement riches, immensement riches. C'est eux qui ont piloté plusieurs projets qui se sont révélés être des fiascos. Et ce garçon Boukari, qui a à peine 40 ans,
a une fortune inestimable à la société, avec des biens partout. Ça aussi, c'est le fruit de l'impunité. Quand on ne punit pas les gens, quand on n'arrête pas les gens, quand on n'inquiète pas les gens, voilà ce qui arrive. Et donc, reprenez-moi l'organigramme, s'il vous plaît, la technique. Quand vous prenez l'organigramme de la société, vous allez constater que avant, il y avait à la société le directeur général. Ensuite, vous avez les directeurs, les chefs département et les chefs division. Mais des gens ont eu une idée assez gangstérique de créer des directeurs centraux. Et vous allez voir que la direction administrative et financière, je pense que c'est celui qui vient d'être limogé, vous allez voir que sous lui, il a au moins 4 directeurs. Il a un assistant de direction, il a le directeur des systèmes d'information, il a la direction des finances comptabilité, il a la direction du capital humain, il a la direction de logistique. C'est une seule personne qui coiffe autant de directions. Comment est-ce qu'un individu comme ça peut être efficace? Je pense que c'est lui qui vient d'être limogé et je pense même que sa direction a été supprimée. On ne nous dit pas pourquoi il a été limogé. La société ne nous dit pas pourquoi il a été limogé. C'est un bon protégé de M. Abbas, qui est le directeur du cabinet du ministre, qui se font une fortune inestimable sur l'ensemble des projets que la société reçoit tous les jours. Ensuite, toujours dans la même veine, vous avez, toujours dans la même veine, vous avez, comment je dirais ça? Vous avez le logiciel de gestion de Cash Power. Vous savez que le Cash Power est géré par un logiciel qu'on appelle Suprima. Vous allez sur Internet, vous tapez Suprima, S-U-P-R-I-M-A. C'est le logiciel de gestion des Cash Power. Ce logiciel-là, il y a des pays sérieux qui ont refusé de l'adopter. La Côte d'Ivoire, le Ghana, le Rwanda, je ne sais pas si ça existe au Bénin, mais le Togo est allé chercher sur le logiciel-là qui comporte énormément de failles. Et à travers ces failles-là, on arrive à toutes les manipulations. Normalement, si vous êtes un client de la société et vous habitez la zone d'Ajito Gomé ou vous habitez la zone de Baguida, si vous voulez changer d'ampéromètre, soit parce que votre compteur tombe, soit parce que vous avez des difficultés, c'est à Baguida, à l'agence de Baguida que vous irez pour qu'on augmente votre ampéromètre. C'est là-bas qu'on doit manipuler les données, les logiciels pour vous permettre d'augmenter votre ampéromètre. Mais ce qui se passe chez nous, c'est que ce logiciel est à la portée de n'importe qui peut le manipuler. Si vous êtes à Lomé ou à Djidogomé et que quelqu'un sait manipuler le logiciel, il peut être en séquence et manipuler le logiciel pour faire augmenter ou diminuer votre ampéromètre. Donc, c'est ce qui se passe avec le logiciel Suprima. Et ce logiciel-là permet à des individus de faire des malversations sur le réseau de Cash Power. C'est-à-dire, ils ont une capacité énorme de changer les ampéromètres, de faire des manipulations, d'orienter le logiciel. Donc, ce logiciel-là aussi constitue une faille au niveau du système. Maintenant, à partir de ce logiciel-là, on peut aussi émettre des ventes à crédit. Vous savez, ceux qui achètent, on vous émet un code à crédit pour acheter le courant. Donc, c'est à travers ce logiciel-là, au niveau de la direction informatique dirigée par le fameux Mokhtar, là, qu'on émet des codes qui permettent des gens d'acheter l'électricité sans que le système ne les détecte. C'est-à-dire, eux, ils sont sur le système informatique. C'est eux qui génèrent les codes qui permettent aux gens d'acheter le courant à crédit. Donc, ils émettent des codes, le système ne les détecte pas, les gens payent, eux, ils se font cet argent-là. Et donc, ces gens-là, ils sont énormément riches à travers ce logiciel qui est défaillant, qui leur permet de manipuler le système et de se faire beaucoup d'argent. Donc, je résume en disant que normalement, avant de prendre les dispositions au niveau de la société, on devait faire un audit. On devait faire un audit organisationnel, un audit des ressources humaines, un audit du réseau pour savoir qui fait quoi avant de faire supporter la charge aux compatriotes. Mais il se fait qu'aujourd'hui, on n'a fait aucun audit de la société. Vous avez des fonctionnaires de la société qui sont devenus des multimillionnaires en faisant la fraude en interne. Je vous ai parlé du directeur de cabinet qui a mis ses bons petits un peu partout, à toutes les directions. D'ailleurs, on vient de limoger un. Il y a d'autres qui sont là, comme celui qui gère
le système qui gère la direction des investissements, qui ont des entreprises en ville, c'est-à-dire ils ont des entreprises qui sont des entreprises cachées avec lesquelles ils souscrivent au marché parce que c'est eux qui donnent les marchés. Donc ils reçoivent des marchés de centaines, de dizaines de millions qui n'exécutent pas, ils se font de l'argent et la société n'arrive jamais au bout de ces projets. Donc tous ces gens-là doivent être auditionnés par la gendarmerie, les services de renseignement. Tous ces gens-là qui ont participé à piller la boîte, on doit les écouter. On doit identifier leurs biens. On doit connaître leur salaire. Comment se fait-il qu'ils gagnent tel salaire et ils ont autant de réalisations? Ce sont ces gens-là qui nous font porter aujourd'hui la responsabilité de tout ce que nous vivons là. Aujourd'hui, si les Togolais se plaignent, nous avons cité les ministres, en commençant par Faure Gnassingbé lui-même, ceux qui ne payent pas le courant, mais au sein de la société, voilà ceux qui participent à la gabégie. Et ces gens-là, nous devons les exposer au maximum pour que ceux qui sont encore l'autorité de prendre une quelconque décision au Togo puissent leur demander des comptes. Voilà ce que j'ai à dire sur la société, en rappelant aux uns aux autres que les jours à venir vont être très difficiles parce que la société est grabataire. Et comme la société est grabataire, on est bien obligé de faire payer ça à la population. Et c'est là où j'interpelle tous les Togolais, ceux qui sont dans la diaspora. Et Miamoko les diaspora, il y a une politique, ceux qui sont dans la diaspora, qui disent que oui, politique, Miamoko les lomé, il y a appartement meublé. Et mi do appartement meublé, les cas, vous allez payer ou vous n'allez pas payer. Vous, les Togolais qui sont dans la diaspora, parce que je vais parler des militaires tout à l'heure. J'ai aussi des choses importantes à dire sur les militaires. Les Togolais qui sont dans la diaspora, vous allez payer ou pas? Parce que vous avez des maisons au pays. Certains ont 2 maisons, certains ont 3 maisons. Vous avez des appartements meublés. Et vous allez payer ou pas? Donc, l'heure a sonné pour que chacun s'intéresse à la gestion de notre pays. Nous ne pouvons pas continuer par payer pour des gens qui font des détournements, qui font le pillage, qui font des surfacturations, qui mettent à genoux les sociétés d'État. Mais là, tu factures, alors il m'a tout facturé. Il y a beaucoup de diaspora, mais il y a des gens vous allez payer les factures ou pas. Ça veut dire que nous sommes tous dans le même bateau. Donc, autant que nous sommes, chacun doit vraiment s'intéresser à ce qui se passe dans notre pays. Donc, voilà ce que moi je voulais dire sur la société. Et avant d'entamer le gros dossier de Amron, je vais interpeller les militaires. Je veux interpeller les militaires, nos frères militaires, parce que j'ai appris que depuis quelques jours, par rapport à la journée du 6 juin, journée que Amron a souhaité qu'il soit spécial, soit dédié spécialement à Faure Gnassingbé, et par rapport aux appels, aux manifestations qui se multiplient sur les réseaux sociaux, qu'on a mis les militaires, les forces de sécurité en alerte et qu'il y a quelques mouvements. On voit des militaires se promener dans certains quartiers, 2 ou 3 avec des matraques et des fusils. J'ai appris qu'à Kara, à certains endroits, de façon, ce n'est pas habituel. On a sorti quelques militaires qu'on a mis à certains coins. L'atmosphère est quand même un peu tendue. Et donc, les militaires, j'ai envie de vous parler. Vous êtes nos frères. Ce n'est pas une mauvaise chose d'avoir fait le choix de rentrer dans l'armée, dans la police, dans la gendarmerie. Quand vous allez dans l'armée, à la fin de votre carrière, vous devenez des civils. Et vous êtes toujours avec nous. Vous buvez la bière avec les civils. Vous vivez dans la même maison avec les civils. Vous partagez les mêmes choses avec les civils. À un moment donné, vous devez cesser aveuglement de martyriser vos frères. Pour quelqu'un qui ne vous regarde même pas, Faure ne vous regarde pas, vous les militaires togolais. Faure s'en fout de vous. Il vous utilise juste pour son pouvoir. Lui et ses maîtresses-là, ils s'en foutent de vous. Vous n'êtes pas son problème. Et je vais vous le dire pourquoi. Il s'en fout de vous. Vous n'êtes pas sa préoccupation. Si de temps en temps, il vous envoie quelques petits cadeaux pour que vous faites le zèle pour son pouvoir, pour le reste, il s'en fout de vous. Miaso Jawa, Miakwata, et vous excusez-moi, je fais les deux à la fois. Mia Togo Sojawa, Américain Ominu, vous êtes nos frères, vous êtes nos sœurs. Quelle que soit l'unité auquel vous appartenez, on est tous des frères d'un même pays. Il faut que vous arrêtez de tuer vos frères pour un dictateur. Il faut que vous arrêtez de faire du mal pour supporter quelqu'un qui ne vous regarde pas. Faure s'en fout de vous. Regardez comment vous finissez vos carrières. Mia Sojao, la plupart, les Mikpa, ceux qui n'ont pas évolué dans les grades, à la fin de votre carrière, vous devenez gardien dans les sociétés de gardiennage. Il y a un bio Gamon, il y a un bio 500, 200, 300 à mon. Quand j'étais au Togo,
J'avais eu une série de... Vous savez, quand j'étais au Togo, quand j'avais eu des problèmes avec... quand j'avais eu des problèmes dans le dossier des Adjakli, on me menaçait, tout ça. Il y a eu des partenaires qui ont financé des projets de sécurité personnelle chez moi. Et ça a consisté à recruter des gardiens qui tournaient à tout le rôle, à acheter un groupe électrogène, des caméras pour placer chez moi. Et c'est une organisation de la société civile à Lomé, bien connue, qui a piloté ce projet-là, qui a installé tout à mon domicile. C'est le CACIT. Donc, ils ont installé tout à mon domicile. C'était prévu même pour Joël Ega avant qu'il ne meure. Donc, c'est des mécanismes de financement que nous obtenons souvent dans notre profession quand la vie est menacée au niveau des journalistes d'investigation. Donc, tout ce système-là a été implanté chez moi. Donc, il y a eu des gardiens à mon domicile de jour comme de nuit. Et parmi ces gardiens, il y avait un militaire à la retraite. Et ce militaire à la retraite m'a parlé de leurs difficultés, comment ils vivent, comment... Et ce gars... Jusqu'à aujourd'hui, je continue de l'aider à acheter les fournitures de ses enfants pendant les rentrées. Donc, comment se fait-il que vous les militaires, vous vivez dans la misère totale? Quand on vous dit d'aller frapper vos frères, vous êtes les premiers à sortir pour aller frapper vos frères. Je vais vous dire ceci. On va vers une situation difficile dans le pays. C'est clair que ça va chauffer dans le pays. Si on vous donne encore des ordres d'aller tuer vos frères, le prochain qui va tuer un Togolais pour Faure Gnassingbé, on fera tout. Nous sommes à l'aide des réseaux sociaux. On vous exposera vos familles. Le prochain militaire ou policier ou gendarme qui va tuer un Togolais dans une manifestation pour faire plaisir à Faure Gnassingbé, le prochain militaire, policier, gendarme qui va prendre le vilain plaisir de tuer un Togolais dans une manifestation dans la rue pour faire plaisir à Faure Gnassingbé. Nous sommes à l'heure des réseaux sociaux. On vous cherchera jusqu'à vos familles. On va vous exposer. Vous avez tué les écoliers au Togo, on s'est tué. Le régime vous a protégé. Anselme et Djouti, je ne sais pas comment on l'appelle, Sinandare. Des enfants, vous les avez tués à Dapaon. On s'est tué. Vous avez tué le petit Jojo à Bekota, c'est un élève. On s'est tué. Il y a, je ne sais pas, un général à Agoué là-bas, un militaire est sorti avec un fusil pour tuer un jeune mécanicien. Le corps est toujours à la morgue de Thévier. 4 ans après, l'enfant n'est pas toujours enterré. Nous n'allons pas vous permettre, vous qui vivez dans les mêmes conditions que nous, qui êtes dans la misère, d'aller tuer nos frères encore si demain il y a des manifestations. Un militaire, un gendarme, un policier, demain, qui se permet de tuer un civil pour faire plaisir à Faure Gnassingbé, on va vous exposer vos familles sur les réseaux sociaux et on va vous poursuivre après. Mettez ça dans votre tête. Il est temps que vous arrêtez de tuer vos frères pour un dictateur qui n'a rien à foutre de vous. Faure, c'est le Louis XIV togolais. Il est tranquille. C'est un monarque absolu. Il vit dans le pays comme il veut. Il a ses Marie-Antoinette qui sont autour de lui. Ce sont ses femmes, c'est son harem. Il en dispose comme il veut. Il en dispose comme il veut. Il a les femmes autour de lui. Il les choisit quand il a envie. Ce sont ses Marie-Antoinette. Vous connaissez l'histoire de la France. Louis XIV et ses Marie-Antoinette. Et quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui au Togo, et quand vous connaissez l'histoire de la France, c'est comme nous sommes à la veille de la Révolution française. Toutes les conditions sont réunies. Donc, vous les militaires, regardez l'exemple de Katanga, le général Katanga. Vous avez vu comment ils l'ont humilié? C'est les gens qui ont mis leur poitrine pour sauver le pouvoir de Faure. C'est Katanga qui allait tirer au domicile de Pacha Gnassingbé avec des armes lourdes pour préserver le pouvoir de Faure Gnassingbé. C'est lui et ses hommes qui ont fait tous les razzias à Lomé. Vous avez vu comment ils l'ont remercié? Ils l'ont jugé publiquement. Ils l'ont humilié. Il y a là-bas à Lomé ou au Togo des colonels à la retraite qui n'ont même pas de voiture, qui ont, c'est pas une retraite de 250 000, 300 000. Mais c'est vous qui avez des enfants. Les militaires togolais, ce n'est pas un défaut, c'est une qualité. Vous avez beaucoup d'enfants. Ils ont parfois 2 femmes, les enfants vont partout. Mais vous partez à la retraite à 50 ans, à 58 ans. C'est la jeunesse. Et vous n'avez rien. Et c'est vous qui allez tuer les civils. Pour faire plaisir à Faure Gnassingbé. Il faut que vous arrêtez ça. La prochaine fois que Faure Gnassingbé va vous mettre dans les rues pour aller tuer les civils, pour mater les civils, faites la paix avec les civils et livrez Faure Gnassingbé au peuple. La prochaine fois que Faure Gnassingbé va vous demander d'aller tuer les Togolais pour son pouvoir, faites la paix avec les Togolais et laissez les Togolais régler le cas de Faure Gnassingbé. Faites la paix avec les Togolais et laissez les Togolais régler le cas de Faure Gnassingbé. Faites-le parce que vous vivez dans les mêmes maisons que nous. Vous vivez dans les mêmes conditions que nous. Vous allez payer les factures ou vous n'allez pas payer. Togo Sojo, Miratou facture d'électricité le même alors il y avait facture de toi. Alors nous parlons là. Togo Sojo, Miratou facture alors même alors il y avait facture d'électricité il y a Togo Toto.
Dites-le moi. C'est vous qui avez déjà un salaire de misère. C'est vous qui avez des conditions difficiles. C'est vous qui avez beaucoup d'enfants. C'est vous qui avez beaucoup de besoins. Mais il y a tout facture, il y a tout. Alors, fort, il y avait facture, allez, faux. Dites-le moi, en toute sincérité. Dites-moi si vous allez payer les factures ou pas. Si vous allez payer les factures de la société, c'est que nous sommes dans le même bateau. Donc, vous, les militaires, la prochaine fois que certains Togolais seront dans la rue pour défendre la liberté, pour défendre le droit, arrêtez de les tuer pour faire plaisir à Faure Gnassingbé. Il n'en a rien à foutre de vous. Il n'en a rien à foutre de vous. Écoutez-moi très bien. Tous les enfants de Faure Gnassingbé ont une autre nationalité. Hein. Toutes les femmes de Faure Gnassingbé ont accouché aux États-Unis. Ils ont la nationalité américaine. Tous les enfants de Faure Gnassingbé ont la nationalité américaine. Toutes ces femmes ont accouché aux États-Unis. Si ça chauffe demain, ils vont partir. Vous n'avez même pas de passeport. Même ceux qui défendent le régime là, vous n'avez même pas de passeport. Tous les enfants de Faure Gnassingbé ont la nationalité américaine. Parce que toutes ces femmes sont allées accoucher aux États-Unis pour avoir la nationalité, le droit de sol. Elles ont la nationalité américaine. Et celles qui ont les enfants dont les mamans ont encore la nationalité française, ils ont 2 nationalités, plus celle du Togo. Ça fait 3 nationalités. Ils vont partir. Milicia. Donc, parlons des conditions de vie des militaires. Quand vous allez aux missions, les missions des Nations Unies, qui vous rapportaient de l'argent et vous achetez les demi-lois, des petits et vous construisez les maisons, tout ça là. Est-ce que vous savez, vous les militaires togolais, que quand vous alliez aux missions des Nations Unies, il faut gagner de la commission sur vous. Vous savez que est-ce que vous saviez que quand vous allez aux missions des Nations Unies là, Faure avait ses commissions sur vous, parce que Faure il n'aime que l'argent. Tout ce qui est argent au Togo là, Faure est dedans. Tous les business juteux au Togo là, Faure est dedans. Vous fouillez, vous allez voir toujours Faure. C'est comme les bébés russes. Vous fouillez, vous allez voir l'auteur caché derrière. Il y a toujours Faure dans une affaire au Togo. C'est pour ça que quand vous amenez un business au Togo, quand il n'est pas dedans, on vous casse. Faure, il est dans toutes les affaires au Togo. Vous ne pouvez même pas imaginer dans certaines affaires dans lesquelles il se trouve. Parce qu'il est très attaché à l'argent. Et on ne sait pas ce qu'il veut faire avec l'argent. Donc, quand vous allez aux missions des Nations Unies là, est-ce que vous saviez que Faure avait ses commissions dans ce qu'on vous payait, les Nations Unies vous payaient? Vous ne savez pas. Peut-être certains parmi vous le savent, mais je vais vous dire comment il faisait et avec qui il faisait ce business-là. Quand les Nations Unies vous payent, ils vous payent en dollars. Si le dollar est à 600, eux, ils vous donnent le dollar à 500. Donc, autant que vous êtes, ils gagnent déjà, ils prélèvent. Donc, eux, ils revoient le taux du dollar à la baisse et ils vous enlèvent une partie sur le dollar. Donc, ils vous coupent déjà sur le dollar. Les Nations Unies donnaient de l'argent pour payer les armes. Les armes que vous utilisez, les Nations Unies payaient ça. Les munitions, la logistique, les armes, les tenues militaires, la ration, les médicaments, tout était payé. Mais lui, avec ses complices, il y avait un colonel à la DS, dont j'oublie le nom, il n'y est plus maintenant, qui est très riche. Aujourd'hui, c'est lui qui était à la direction des services des armées. C'est eux qui rassemblent tout ça. Ils venaient lui faire le point. Et il prenait ses commissions, on venait vous distribuer les miettes. Est-ce que vous savez ça? Pendant longtemps, il a eu ses commissions sur vos missions. Pendant longtemps, il s'est enrichi sur vos missions. Et vous, vous avez des miettes. Aujourd'hui, vous n'avez même plus de mission. Par sa propre faute, c'est lui qui allait voir des gens là-bas pour qu'on mette fin aux missions des Nations Unies. Après qu'il s'est bien enrichi, il a mis fin aux missions. Et vous êtes à la maison. Vous n'avez plus rien. Donc, c'est comme ça qu'il gagnait sur vos missions. Il avait ses commissions sur vos missions. Est-ce que vous savez ça? Posez la question à vos officiers. Ils vont vous dire. Il y avait un officier à la DS. J'oublie son nom. Il n'est plus là-bas maintenant. C'est lui qui était l'organisateur de tout ça. Il allait remettre la commission, il faisait le point. Il y avait une partie qui allait à quelques officiers aux états-majors. Il y avait la partie qu'on donne au président. Et eux se partageaient le reste. Et on vous donnait les miettes. Il veut faire quoi avec autant d'argent? Donc, n'allez plus tuer quelqu'un pour Faure Gnassingbé. Vous êtes autant dans la misère que les Togolais. N'allez plus tuer quelqu'un pour Faure Gnassingbé. Donc, c'est ce que moi j'ai à vous dire, vous les militaires. Je vais revenir sur votre cas, mais c'est ce que j'ai à vous dire. Parce que j'apprends déjà qu'on est en train de vous déployer à gauche et à droite là, dans le pays, avec des matraques. Parce que les gens projettent manifester le 6. Si, je répète encore, nous sommes à l'heure des réseaux sociaux. Si un soldat, si un militaire, un policier, un gendarme, il tue un Togolais dans une manifestation pacifique, ce gendarme-là, ou ce policier-là, cette fois-ci, on va vous exposer partout, y compris vos familles, le quartier dans lequel vous êtes, pour que vous compreniez que les Togolais en ont marre et que les Togolais maintenant sont décidés. Mettez-les dans votre tête. Si vous voyez les Togolais sortir dans la rue, on vous dit de les mater, faites la paix avec les Togolais et laissez les Togolais régler leurs problèmes. Laissez les Togolais régler leurs problèmes. De toute façon, ça va changer. Nous sommes à une phase délicate. Ça va changer. C'est vous qui ne voyez pas les signes. Faure lui-même là, il a chaud. Il voit les signes. Il a très chaud.
Il voit les signes, c'est vous qui ne le voyez pas. Lui, il sait que c'est chaud. Actuellement, je vais dire ça avant de partir sur le dossier de Amron. Ils commencent par chercher des visas pour leurs proches, tout ça là. Je voulais interpeller l'ambassade de France à Lomé, l'ambassade des États-Unis, l'ambassade d'Allemagne. Je pense que le consulat du Canada, c'est au Ghana. Je vais leur dire ceci. Les semaines qui arrivent, les jours qui arrivent, les gens du pouvoir qui vont demander des visas ou leurs proches là, étudiez très bien leur dossier avant de leur donner les visas. Personne ne doit quitter le Togo. On va rester tous là-bas. C'est là-bas que ça va se régler. Personne ne mettra des visas en attente pour leurs enfants, leurs proches. Si ça chauffe, ils vont partir. Ambassade des États-Unis, ambassade de France, ambassade d'Allemagne, le Canada. Commencez par faire des restrictions de visas pour les dirigeants togolais ou leurs familles. Quand quelqu'un vient déposer un dossier de visa, étudiez très bien à qui il est lié avant de lui donner le visa. Pour le Canada, on a des canons, on va s'en charger. Tous ceux qui ont mis leur argent au Canada, tous les barons qui sont allés acheter des maisons au Canada, nous allons faire bientôt des actions envers le gouvernement canadien. Les gens vont nous dire où est-ce qu'ils ont trouvé l'argent pour acheter autant de biens au Canada. Ça, on est en train de... On fait un travail sérieux là-dedans. Le harcèlement sera partout. On fait ce travail sérieux là-dessus. Mais ceux qui vont fuir prochainement là, qui cherchent les visas là, il faut que les consulats aux États-Unis, en France, je sais qu'ils sont très rigoureux maintenant. Il y a même un baron à qui on a refusé le visa la dernière fois qui était très furieux. Et donc, il faut commencer par restreindre les visas à ces gens-là et leurs familles. Personne ne va fuir le Togo. La manière dont vous avez géré le Togo, on va rester ensemble pour faire les comptes. Donc, j'interpelle les consulats qui sont à Lomé par rapport au visa. Maintenant, et pour finir, je vais entamer le dossier Amron. Merci à tous ceux qui sont en ligne. On est à 13 600 sur TikTok. C'est énorme. Presque 4 000 sur YouTube. Je ne sais pas, je ne regarde pas Facebook. On va entamer le dossier Amron. Alors, pour le dossier Amron, avant de rentrer dans le fond, je voudrais inviter encore ceux qui traînent les pas à aller compléter la cagnotte que notre compatriote Zagabambo a lancée. Avant de commencer cette émission, on était à presque 24 000 euros. L'objectif, c'était 25 000 euros. Et il faut vraiment boucler cette cagnotte-là pour le bien de la famille. Je l'ai dit tantôt que la famille de Amron n'a pas besoin de notre argent, mais c'est notre façon de manifester notre solidarité envers sa famille, surtout ses enfants, puisque il est l'un des rares Togolais à avoir éduqué ses enfants à participer à la lutte. Donc, nous devons accompagner cette famille-là, nous devons les soutenir, nous devons être avec eux. Et comme il y a un de nos compatriotes artistes qui a eu l'idée de lancer cette cagnotte-là, il faut qu'on boucle cette cagnotte-là pour vraiment aider cette famille-là. C'est important, c'est un message qu'on envoie à tous les Togolais, qu'ils soient jeunes, activistes, je ne sais pas quoi, pour que les gens comprennent que si demain quelque chose arrive à quelqu'un, on est prêt à les soutenir. C'est comme ça que nous allons être mobilisés pour la lutte. Donc, il faut boucler cette cagnotte-là et que, bon, après, des dispositions soient prises pour que les fonds aillent à la famille. Je pense qu'on doit déjà avoir atteint 24 000 euros. C'est vraiment un record. J'ai vu vraiment que c'est allé très vite. Vraiment, il faut féliciter tous les compatriotes qui se sont mobilisés. Les gens ont donné 3 euros, les gens ont donné 5 euros. C'est ce qu'on donne qui compte. C'est pas le montant. C'est ce qu'on donne qui compte. Ça prouve que les gens sont véritablement déterminés dans cette histoire-là à contribuer pour la libération de notre pays. Donc, je tiens à remercier tous ces gens-là et je les invite à compléter la cagnotte le plus rapidement possible. Alors, revenons au cas de notre frère Amron. Nous savons tous que Amron, ça a été dit sur plusieurs plateformes, c'est un fils d'un officier de gendarmerie à la retraite. Son père a dirigé brièvement la gendarmerie, son père était un colonel, son père est de Pia et sa mère, je pense qu'elle est Palanga de Lama. Ça c'est pour... c'est important, vous allez comprendre pourquoi je dis ça tout à l'heure. Alors, lorsque Amron est arrivé au summum de sa dénonciation, lorsque Amron est arrivé dans le summum de sa dénonciation de Fort Gnassingbé, il y a eu plusieurs réunions. Il y a eu plusieurs réunions pour voir comment est-ce que, par quelle méthode il faudra le neutraliser. Et la réunion principale qu'il y a eu, et dont je vais vous faire écho aujourd'hui, et qui a abouti à l'arrestation de Amron, c'est la réunion des ressortissants de Pia accueillis à Lomé. C'est comme ça que l'association s'appelle. Association des ressortissants de Pia accueillis à Lomé. Vous savez que dans le canton de Pia, ou bien, à Pia, il y a plusieurs villages. Donc, il y a les Pia accueillis, Pia, bon, ceux qui connaissent peuvent me dire. Et donc,
les Nyasingbe sont de bien accueillis. Et généralement, cette localité-là, il y a des extrémistes parmi eux qui soutiennent le pouvoir, qui disent que le pouvoir ne doit jamais basculer. Donc, ces gens-là, leur association qui se trouve à Lomé, ils ont fait plusieurs réunions dirigées par un certain Beleï qui est un douanier à la retraite. Et ce monsieur Beleï est le petit frère du général Beleï. Le général Beleï, je pense que c'était un marin, il est marin, il est toujours vivant, c'était un général de la marine, je ne sais pas, en tout cas il était au port. Le général Beleï était au port, mais c'est son frère, je ne parle pas du général, son frère qui est un douanier et c'est lui qui a présidé cette réunion-là. Et donc dans cette association, il y a des civils, il y a aussi des militaires, il y a des militaires qui sont à la retraite et des militaires qui sont en fonction. Donc, c'est au cours de la réunion de cette association-là qu'ils ont dit que l'artiste, c'est un fou, qu'ils n'ont pas voulu attribuer sa soi-disant folie à la lignée de son père, parce qu'ils savent que s'ils attribuaient la folie-là à la lignée de son père, comme son père est de Pia, même s'il n'est pas de Pia accueilli, ça va créer des problèmes. Donc, ils ont dit que non, que dans la lignée de sa maman, qui est Palanga, donc de Lama, il y a eu quelqu'un qui a souffert de folie. C'est comme ça qu'ils ont dit ça. Donc, ce sont les comment on appelle ça? Je ne dirais pas que c'est de l'atavisme, mais que c'est ça qu'ils traînent. Et donc, ces gens-là, ah ok, on m'a dit que Beleï était contre-amiral, d'accord. Donc, celui qui est resté au port était contre-amiral. Ce n'est pas de lui que je parle de son frère. Il a un frère qui était douanier. C'est lui qui préside la réunion des ressortissants de Pia accueillis. Donc, ce sont ces gens-là, après plusieurs réunions, qui ont décidé d'aller faire arrêter Ambron. Ce n'est pas un procureur qui a émis un mandat d'arrêt. Ce n'est pas un procureur qui a émis une convocation, qui a dit d'aller chercher. Ce sont ces gens-là qui, généralement, se retrouvent entre eux pour gérer les problèmes du Togo. C'est-à-dire les problèmes du Togo se retrouvent dans un petit cercle d'associations de ressortissants de tel village. Et c'est eux qui influent sur la République. Donc, c'est dans ce petit cercle-là qu'ils ont décidé d'aller arrêter Ambron. Et comme parmi eux, il y a des douaniers à la retraite, des anciens officiers, c'est eux qui ont mis la gendarmerie en mouvement. Ils n'ont pas voulu aller arrêter Ambron le jour, parce que c'était le jour, tout le quartier allait regarder ceux qui sont arrivés, ils vont voir les gens, et tout. Donc, ils ont décidé d'aller le chercher la nuit à des heures, en dehors des heures d'interpellation. Donc, il n'y avait aucun document de procureur. Donc, des individus au Togo, parce qu'ils sont ressortissants d'un canton ou d'un village d'où vient le président, peuvent décider de mettre la gendarmerie en mouvement pour aller arrêter un citoyen. Donc, c'est eux qui ont décidé d'aller arrêter Ambron et ils ont mis le directeur de la gendarmerie et toute son institution en mouvement. Et donc, dans ce groupe-là, il y avait des gens qui étaient même des militaires à la retraite, tout ça. C'est pour ça qu'ils sont allés la nuit pour aller l'arrêter. Donc, la gendarmerie s'est soumise aux ordres d'une association de ressortissants de je ne sais quoi pour aller arrêter un citoyen qui, même s'il est en infraction, à supposer qu'il est en infraction, il faut aller l'arrêter à des heures légales, avec une convocation ou un mandat d'amener du procureur. À ce que je sache, Ambron n'était pas en train de préparer un coup d'État, donc quelque chose qui était imminent contre la République pour qu'on aille l'arrêter la nuit. Il n'était pas en train de créer une rébellion, donc pour qu'on aille l'arrêter la nuit, il ne représentait pas une menace immédiate pour qu'on l'arrête la nuit. On aurait pu lui envoyer une convocation de se présenter au SCRIC, à la gendarmerie, à la brigade de recherche. Mais comme c'est quelque chose d'informel qu'ils ont fait, ils ont mis en mouvement la gendarmerie pour aller arrêter un citoyen. Donc, vous voyez comment la République fonctionne. La République fonctionne comme nous sommes dans un village où les gens se comportent de façon archaïque. Donc, ils ont mis en mouvement la gendarmerie et ils sont allés arrêter l'artiste. Donc, c'est ce Beleï douanier-là qui a dirigé cette réunion. Quand Ambron a été arrêté et qu'on l'a ramené à la gendarmerie la nuit là, ils l'ont bien bousculé, tabassé. Et ils l'ont tabassé au SCRIC et ils ont rasé la tête, la barbe et tout ça. Ils l'ont bien tabassé. Et donc, comme ils l'ont tabassé, le lendemain, il y a d'autres officiers qui ont appris comment le scénario a été fait et qui sont arrivés à la gendarmerie. Le père de Ambron aussi est arrivé là-bas pour demander au directeur de la gendarmerie comment se fait-il qu'il a pu autoriser ce kidnapping-là et pourquoi ils ont tabassé le garçon. Et entre ces officiers, dont je ne vais pas donner les noms tout à l'heure, et le directeur de la gendarmerie, et d'autres officiers qui étaient sur place, il a failli avoir des altercations. Les gens ont failli se tenir l'école dans cette affaire. Ça a été très chaud entre eux. Et le père d'Ambron, dont les gens disent qu'il n'a pas souvent la parole facile, c'est pas quelqu'un qui parle, ce jour-là, il semble qu'il était hors de lui-même. Et ces officiers sont arrivés, certains se réclamant aussi du côté de la maman, tout ça. Ça a failli dégénérer ce jour-là, le lendemain de l'arrestation. Et donc,
le directeur de la gendarmerie a été interpellé par les autres officiers qui sont arrivés. Le ton est monté. Et le directeur de la gendarmerie a demandé à Amron, lui, il était tout petit, qu'on le connaissait, pourquoi il se permet de manquer de respect au chef de l'État, machin, tout ça. Et qu'il est mal éduqué. Les autres lui ont dit, mais toi, tu es du même canton, on ne sait pas quoi avec ça, mais s'il est mal éduqué, c'est que c'est vous qui l'avez mal éduqué, tout ça. Donc, le ton est monté entre eux. Et entre eux, officiers, ça a failli dégénérer. Vous voyez là où cette affaire est en train de conduire. Donc, ils l'ont amené à Zébé après pour cette histoire que vous connaissez de folie, de tout ça là, sur laquelle ils sont jusqu'à ce jour. La famille ne sait pas véritablement où est-ce qu'il est. Tantôt, on le balade ici, tantôt on le balade par là. On ne sait pas ce qu'ils sont en train de rechercher. Pendant ce temps, on est en train de fouiller son téléphone ou ses téléphones pour voir avec qui il était en contact, s'il était en contact avec X, avec qui il discutait, pour voir si on va remonter des pistes, si on peut arrêter des gens à lever. Parce que comme il parlait beaucoup de Nyakadé, tout ça, on cherche des poux sur la tête rasée. Ensuite, ces gens-là, ils mobilisent des chefs dans la localité de Kara pour faire pression sur la famille. Et des gens même disent à la famille, oui, ce que vous êtes en train de faire là, ça peut déclencher autre chose. Si on perd le pouvoir, vous pensez que les gens vers qui le pouvoir va aller vont préserver vos intérêts et tout ça. C'est-à-dire qu'ils sont en train de tirer sur la fibre ethnique. Vous voyez, là où ils sont en train d'arriver. Donc, on mobilise des gens qui font la pression sur la famille, qui passent des messages à la famille, qui mettent la pression sur la famille. Oui, ce qui se passe là, il faut se calmer. Sinon, et si le pouvoir tombe demain, et tout. Donc, voilà comment les choses sont en train de se passer actuellement. Et ces extrémistes de Pia accueillis là, et qui sont souvent dans l'ombre, et qui parfois sont ceux qui alimentent même les milices au Togo, il faut qu'on les dénonce. Nous sommes à une phase où plus personne ne restera caché dans notre pays. Et quand vous allez à Pia là-bas, là, chez vous là-bas, là, Fort a fait quoi? Fort a fait quoi chez vous là-bas, à Pia là-bas? Il a créé quoi? Comme société, comme, c'est pas, entreprise pour employer les gens. Comme il a créé quoi? Son père a créé quoi? Le fils a créé quoi? Pour que vous preniez en otage tout un pays dans une association de ressortissants d'un village. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Fort Gnassingbé a fait quoi là-bas à Pia? Pas plus que la semaine dernière, j'ai appris qu'il y a une jeune fille, même de la famille du chef à Pia là-bas. Je ne sais pas si c'est Pia Akei ou quoi, qui s'appelle Baka. Elle était à Lomé en train de souffrir, il n'y a pas de boulot, tellement elle souffrait. Elle est rentrée dans un réseau, elle est au Nigeria, on dit que oui, qu'il y a un réseau qui amène les gens au Canada. Elle est arrivée au Nigeria, dans un état, Edo State. Elle a été tuée là-bas par les trafiquants. Vous savez, les réseaux qui promettent aux gens qui vont les amener à l'extérieur, quand vous arrivez, on vous prend en otage là, on vous demande de l'argent. Cette fille-là, elle est de Pia, elle s'appelle Baka, elle a été tuée au Nigeria. Le corps est actuellement au Nigeria là. Si vous avez créé des emplois dans votre village là, vos enfants vont partir au Nigeria en train de chercher une vie meilleure. Il y a plein de jeunes de Pia qui ont quitté, qui sont à Palimé, en train de faire du maraîchage. Ils viennent vendre les produits à Tikodi. Il y a ceux qui partent ceux qui partent au Burkina pour vendre dans les bars, au nord du Bénin pour vendre dans les bars. Ils ont fait quoi chez vous là-bas? Pour que vous vous mettez sur vos ergots pour menacer toute la République. Donc, vous qui vous réunissez en association de je ne sais quoi et qui prenez des décisions qui engagent tout le peuple togolais là, désormais on vous a à l'œil. Parce que là où vous êtes là, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec les réunions que vous tenez là. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec vous. Et quand ils sont ils parlent. Là où vous vous réunissez là, pour déterminer qui doit faire quoi là, il y a des gens qui sont avec vous. Ils ne sont pas bêtes. Il y a des gens qui ont de la conscience, qui parlent, qui sont des informations. Vous voulez que Fort fasse 100 ans au pouvoir? Et même en 100 ans, il ne va rien faire dans votre village. Même 100 ans, il ne va rien faire dans votre village. Rien, il va faire. 100 ans au pouvoir, il ne va rien faire. Il vaut mieux que vous soyez dans la République, que vous soyez derrière un individu. Il vaut mieux pour vous d'être dans la République qui est un bien commun à nous tous que d'être dans des artifices ethniques en suivant l'individu. Donc, Amron là, moi je suis de ceux qui pensent qu'il n'a rien fait de mal. On dit qu'il a insulté le chef de l'État. C'est-à-dire, moi je ne comprends pas les Togolais. Celui qui tue, celui qui assassine, celui qui cautionne, ceux qui assassinent les élèves, les enfants, celui qui met les gens en prison et les gens meurent un à un sans qu'ils ne réagissent. Celui qui prive les citoyens de leurs droits, celui qui vole l'argent du pays, celui qui se manifeste par une débauche au sommet de l'État. Vous voulez qu'on le qualifie de quoi? Quel nom vous voulez qu'on lui donne? Vous voulez qu'on l'appelle comment? De façon factuelle, celui qui vole est un voleur. Celui qui pille est un pilleur. Celui qui mène une vie de débauche. Mais on lui trouve des qualificatifs. Ce n'est pas une injure. C'est un fait. S'il faut l'incompétent, il est incompétent. Ce n'est pas Amron qui le dit. Madame Nakadé l'a dit que c'est un incompétent notoire. Pourquoi il ne va pas l'arrêter? Celui qui est incompétent, c'est un incompétent. Celui qui vole l'argent du pays est un voleur. Celui qui cautionne, celui qui assassine est un assassin. Si tu es
une autorité dans un pays, tu arraches les femmes des gens, tu es dans la débauche, tu voles l'argent du pays, qui va te respecter? Tu es une autorité. Supposons, laissons le pouvoir moderne. Retournons dans notre chefferie en Afrique. Tu es le chef dans un village. Disons que le village est une entité beaucoup plus minime. On est dans un microcosme, dans un village. Tu es le chef du village. Demain, on se lève, on dit que tu as pris la femme de X. Après, demain, tu as couché avec la femme de Y. Après, demain, tu as arraché la femme de celui-ci. Ensuite, on se lève, on dit que tu es en train de vendre les terres aux étrangers. On a des biens dans le village. Puis tu cèdes aux étrangers. Toi-même, tu voles l'argent. Comment tu veux qu'on t'appelle? Quel respect les villageois vont avoir pour toi? Ramenons le débat dans le microcosme de nos localités. Ramenons le débat dans le... Comme il y a certains qui ont les oreilles bouchées, ils ne comprennent pas là. Ramenons le débat dans le microcosme de nos quartiers. Tu es chef d'un village, disons chef canton. On se lève un matin, on dit oui, voilà le chef, il a pris la femme de celui-ci. Après, il a pris la femme de celui. Après, il fait ça. Après, il fait ça. Il est dans une vie de débauche. Il est dans les boîtes de nuit. Il se bagarre avec les jeunes. Après, on dit oui, le chef est en train de vendre les terres aux étrangers. Après, on dit on a des mines d'or. Le chef cède ça aux étrangers. On les place, on ne voit pas l'argent. On se lève, on dit oui, on a une cascade dans le pays. Le chef a privatisé la cascade. Un chef comme ça, vous voulez qu'on l'appelle comment? Si c'est un bandit, c'est un bandit. Si c'est un voleur, c'est un voleur. Si c'est un inconscient, c'est un inconscient. Vous voulez qu'on l'appelle comment? S'il ne veut pas qu'on l'appelle, on le qualifie de ce qu'il fait, c'est à lui de changer son comportement. Je trouve même que il y a des choses aujourd'hui que les gens savent par décence, ils ne vont même pas dire ça de fois d'assier. Vous ne savez, vous n'avez aucune idée de comment, ce qui se passe au Togo. Vous n'avez aucune idée de ce qui se passe au Togo. Les choses sales qui se passent au sommet de la République. Et nous, podio, et nous, nyama, et nous, mayo, et nous, c'est-à-dire des choses qu'on ne peut même pas nommer, qui se passent au cœur de la République au Togo. C'est par décence qu'on n'en parle pas. C'est comme il est bloré. Vous voyez toutes ces femmes qui sont autour de vous là, vous savez qu'elles servent à quoi? C'est des choses que vous voulez qu'on sorte. Mais c'est par souci de... C'est par décence qu'on ne dit pas certaines choses. Mais un chef n'a pas à se comporter comme ça. Un chef n'a pas à se comporter comme ça. Un chef, il peut avoir sa vie, tout ça, mais c'est l'exemplarité. Il n'est pas dans l'essai, dans la débauche. L'essai dans la débauche. Donc s'il est un bandit, on va l'appeler un bandit. S'il est incompétent, on va l'appeler un incompétent. Donc on n'a aucun respect pour un chef d'État qui tue les gens, un chef d'État qui vole l'argent, un chef d'État qui brade les richesses, un chef d'État qui prive les citoyens de leur mieux-être. Donc Amourou n'a rien fait de grave. Vous les militaires qui l'insultez, qui le frappez là, on verra ce que vos enfants aussi vont devenir. Vous les officiers là, qui faites les zélés là, les Massina ont fait plus que ça. Hein? Les gens comme Massina, vous connaissez Yotrofaï Massina? Vous connaissez Yotrofaï Massina? Ce que les Massina nous ont fait au Togo là. Aujourd'hui, j'apprends qu'il conduit seul sa voiture et il se cache. Massina, il conduit sa voiture seul et il se cache. Mais c'est des gens qu'il faudra manipuler, qui ont torturé les gens, qui ont assassiné les gens, qui ont tué les gens. Quand il a fini avec eux, il les a jetés. Vous aussi qui êtes là, il va vous jeter comme ça. Il s'en fout de vous. Les Katanga ont cru qu'à un moment donné, ils étaient au cœur du pouvoir. Comme des gens qui disaient que nous sommes de la maison. Mais à la fin, Katanga s'est rendu compte qu'il n'était même pas dans la maison. Il n'était même pas à côté de la clôture. Fort, il a une longueur d'avance sur tout le monde. Il sait qui manipuler. Il sait comment il manipule les gens. S'il a besoin de toi, il va te jeter les fleurs. Il va te faire croire que non, tu es important pour lui. Dès qu'il finit de te utiliser, il te jette. Même téléphone là, audience même tu n'auras pas. Les gens qui ont été les plus durs du régime là, vous les voyez encore? Soli Toki, qui le voit encore? Soli Toki, tout puissant Soli Toki. Vous l'avez même vu dans le Sénat? Vous l'avez même vu dans le Sénat? Vous avez même vu Soli Toki dans le Sénat? Vous savez dans quel état il est aujourd'hui? Dans quel état de santé il est aujourd'hui? Qui en parle? Qui s'en occupe? Personne. On a fini de l'utiliser, on s'en fout de lui. Donc, chers compatriotes, nous devons rester mobilisés. Nous devons rester mobilisés parce que aujourd'hui, plus que jamais, nous avons un vent favorable. Si vous avez appris à piloter les voiles, les bateaux à voile, quand vous avez le vent favorable, vous savez comment il faut manager. Aujourd'hui, nous avons le vent favorable. Aujourd'hui, le peuple togolais, sa cause est entendue de partout. Nos frères sont en train de se réveiller. Partout, les langues se délient. Les gens font des vidéos du sud au nord. Les gens sont fatigués. Le peuple ne s'est jamais autant mobilisé. Mais ce n'est pas encore suffisant. Il faut qu'on continue la sensibilisation. Il faut qu'on continue la mobilisation. Il faut qu'on continue de préparer les gens à cette ultime bataille. Parce qu'il y aura une ultime bataille entre la minorité et la majorité. C'est la dernière bataille. Entre la minorité et la majorité. C'est pour cela que j'interpelle les militaires. Quand ce moment va arriver là, que les militaires choisissent leur camp. C'est pour ça que j'interpelle les pasteurs. Quand ce moment va arriver là, il faut qu'ils choisissent leur camp. C'est pour ça que je vais interpeller les avocats.
C'est pour ça que j'ai interpellé les francs-maçons. Cette ultime bataille entre un peuple dans la misère qui n'arrive pas à s'en sortir et cette minorité comprador, cette ultime bataille va arriver. Personne ne connaît la date. Mais les conditions sont en train de se réunir pour que cette bataille ait lieu. Les indicateurs sont là. Les gens en ont marre. Donc, il faut qu'on reste mobilisé. Que chacun fasse ce qu'il peut faire dans son domaine. Si tu es journaliste, tous les réseaux que tu peux mobiliser, il faut les mobiliser. Si tu es artiste, tous les réseaux que tu peux mobiliser, tu les mobilises. Si tu es activiste, tous les réseaux que tu peux mobiliser, tu les mobilises. Si tu es... les gens qui sont sur les réseaux sociaux, comment on les appelle, blogueurs, tout ça, tous les réseaux que vous pouvez mobiliser, vous les mobilisez. Il faut que chacun fasse quelque chose là où il se trouve pour qu'on en finisse avec cette histoire-là. Faut, comme l'avait dit l'ancien ministre François Bocco, c'est un enfant gâté. C'est un enfant gâté. Et un enfant gâté ne peut pas prendre en otage votre vie pendant plus de 30 ans. Il a déjà fait 20 ans, ça suffit comme ça. Il a déjà fait 20 ans, ça suffit comme ça. Si il n'a rien appris de sa vie, pour lui c'est s'amuser, c'est l'argent, c'est les femmes, c'est la belle vie, les Togolais ont des défis à relever. S'il ne peut pas diriger le Togo, il faut qu'il dégage. D'ailleurs, il nous a prouvé qu'il ne peut pas le diriger. Donc, on n'a plus rien à espérer de lui. Donc, nous devons nous mobiliser. Laissez les histoires de CEDEAO, tout ça là. On n'a pas besoin de ça. Quand ça va chauffer, hein, ceux qui vont venir, on saura quoi leur dire. Préparons-nous. Chacun à son niveau. Dans les familles, dans les maisons, dans les écoles, dans les services. Partout, chacun, tout le monde se sent capable de quelque chose. Il faut parler aux gens. La carte biométrique, je vais revenir là-dessus. Pour le moment, on s'occupe de ça. Donc, continuons de nous mobiliser pour notre frère Amron et continuons de travailler à mobiliser la conscience collective pour que des gens s'engagent pour la fin de ce régime-là. Les étudiants, sortez de votre zone de confort. Ce que vous avez au Togo, là, ce n'est pas une université. C'est un lycée, comme l'a dit le professeur Apédo Ama. Allez au Ghana pour voir les universités. Allez même au Bénin pour voir les universités modernes. Les étudiants, réveillez-vous. Vous n'avez aucun avenir. Réveillez-vous. Les élèves, réveillez-vous. Les syndicalistes, réveillez-vous. Les dockers, réveillez-vous. Les chauffeurs de taxi, réveillez-vous. Dans chaque secteur, nous devons nous réveiller. Nous devons nous réveiller parce que l'augmentation du prix de l'électricité impacte tous les secteurs. Amé les sacs électricité, les fourreaux, mais électricité aux gens. Amé les ça, jus, adidoyo, nous ma bisap, elle a glacé. Avec les sabilles, elle a glacé. Avec les sacs ballons, elle a glacé. Réveillons-nous. Nous sommes plus nombreux que ceux qui soutiennent le régime. Et ne les regardez pas. Restons focus sur les objectifs. Et vous allez voir ce qui va se passer. Actuellement, là, la peur, c'est dans leur camp. Ce n'est pas dans le camp du peuple togolais. C'est pour ça qu'ils ont commencé les intimidations en mettant les militaires dehors. La peur, c'est dans leur camp. Ce n'est pas dans notre camp. La peur, c'est dans leur camp. C'est dans leur camp. Donc, autant que nous sommes, nous devons nous mobiliser. Quand le Togo sera un pays correct, un pays fréquentable, là, ce serait un bien pour nous tous. Amessia mais là son projet son Yahweh, amoko le duta, Amessia mais là son projet son Yahweh. On m'a son projet son Yahweh, on a chef canton le projet amenao. Tu ne vas pas amener un projet aujourd'hui au Togo, on va dire un chef canton a détruit ton projet. Un CBA a détruit ton projet. Un chef de village a détruit ton projet. Un gars du Nil a détruit ton projet. Egbea, on ne peut pas les possibles ni là au Togo. Je connais plein de compatriotes qui ont des lits d'hôpitaux, qui ont des matelas, qui ont des instruments qui veulent acheminer au Togo. Ils arrivent à Lomé. Une fois, on a bloqué par la droite. 2 fois, on a bloqué. Aujourd'hui, il n'en faut pas. Et pourtant, dans les villages, là, il n'y a pas de lit dans les centres de santé. Il n'y a rien dans les centres de santé. Mais on votait, Gabon, sur tout qu'on dit, on l'a changé, le Togo, nous allons le changer en moins de 3 ans. Et c'est la diaspora qui va changer le Togo. Parce que la diaspora a les moyens de changer le Togo. Pas les individus, pas les gens individuellement, mais pas leur réseau, pas leurs relations. Chacun va apporter quelque chose pour changer quelque chose dans ce pays-là. Donc, organisons-nous. Là où Faure Gnassingbé a fini à piller le Togo, ça suffit comme ça. Il faut qu'il s'en aille. S'il veut ramasser toutes ces femmes pour aller créer un village, il n'a qu'à aller créer là où il est. Il peut ramasser tous ces femmes-là. Toutes les femmes que vous voyez là, il peut les ramasser et partir avec eux. On lui donne les billets gratuits. C'est un billet simple, sans retour. Ils peuvent aller vivre là où ils veulent. Mais ils n'ont qu'à libérer le pays. Les gens en ont marre. Les gens en ont marre. Donc, ça ne va pas être facile. Eux, ils comptent sur l'armée. C'est la seule chose qui leur reste. Je vous dis aujourd'hui, la seule chose qui reste à Fort aujourd'hui, c'est l'armée. C'est pour ça que nous devons parler aux militaires. Pas toute l'armée d'ailleurs, mais une minorité dans l'armée. La seule chose qui reste aujourd'hui à Faure Gnassingbé, c'est cette minorité de l'armée là. Certains officiers zélés, plus quelques miliciens là. C'est ça seul qui lui reste. Il a perdu la confiance de tout. Même la communauté régionale, la communauté internationale, c'est quelque chose chauffe aujourd'hui au Togo, personne ne viendra au secours de Fort. Soyez certains. Si ça chauffe aujourd'hui au Togo là, ce qui s'est passé il y a des années, là, personne ne viendra au secours de Fort. Personne. Il le sait. Donc, autant qu'on y aille. Donc,
La minorité qui est prête à tuer pour lui là, c'est eux que nous sommes en train de mettre en garde. Vous les militaires, vous avez intérêt à choisir le camp du peuple. Donc, voilà ce que moi j'ai à partager avec vous ce dimanche. On a passé un long moment ensemble. Je voudrais, avant de partir, remercier tous ceux qui sont restés en ligne. Pour la première fois, on était jusqu'à 15 300 sur TikTok, 3 500 sur YouTube. Je ne sais pas les chiffres de Facebook. La technique me dira. C'est une mobilisation record. Et je salue tous les compatriotes qui sont sur les réseaux sociaux en train de participer à la mobilisation, chacun dans son domaine. Il faut que la mobilisation s'intensifie. Il faut que des gens essayent de chacun à leur niveau de faire quelque chose. Moi, je suis un journaliste. Et il y a ce côté aussi activiste. Ce que je peux faire, je continue de le faire. Mobilisons-nous. Et comme je le dis, plus la mobilisation sera forte, plus la pression aussi sera très forte sur le régime. Pour le moment, les gens pensent que bon, c'est sur les réseaux sociaux que ça se passe. Mais c'est les réseaux sociaux qui sont en train de conscientiser la population. Je vous assure que si Ford peut couper aujourd'hui TikTok au Togo, il peut couper Facebook au Togo, il va le faire. Parce que là, c'est chaud. Donc, continuons cette mobilisation-là. Elle va quitter les réseaux sociaux pour se déporter dans le pays. C'est des réseaux sociaux qu'elle va se déporter dans le pays. Et on va voir ce qui va se passer. Donc, que chacun s'organise à son niveau et on va y arriver. On va y arriver. Et donc, moi, j'encourage tous ceux qui participent à la mobilisation, ceux qui font les débats de conscientisation tous les jours, ceux qui font des lives matin, midi, soir. Il faut que tous ces gens-là intensifient la mobilisation parce que ceux qui sont au pays n'ont pas la parole facile. Nous qui sommes dehors, il faut qu'on ait la parole, que nous avons la chance d'avoir la parole facile. Il faut qu'on travaille à sortir la peur de ceux qui sont au pays. Donc, c'est comme ça qu'on va y arriver. Donc, je tiens à saluer tous ceux qui sont restés en ligne et à vous dire merci. Portons toujours notre frère Amouron dans nos prières. Continuons de combattre pour l'aider à sortir de sa détention. Je n'oublie pas les Affectio, les Jean-Paul Omolou, les jeunes de Tigre Révolution, tous ceux qui sont en prison pour une raison, pour une autre, dont les droits sont violés. Et je voudrais inviter les responsables de SCRIC à traiter les gens avec dignité. Il faut traiter les gens avec dignité. Je ne comprends pas pourquoi vous arrêtez des gens, vous les frappez, vous les torturez. Les gens qui font ça là, on a les noms, hein. D'une manière ou d'une autre, on a les identités. La torture, c'est un crime imprescriptible. La torture, c'est un crime imprescriptible. On a les noms, on a les identités. Ensuite, arrêtez d'abuser de la loi. Vous arrêtez les gens pour des affaires civiles, vous les arrêtez et puis vous utilisez leur voiture pour faire des courses. Vous savez de quoi je parle? Vous arrêtez les gens, quand vous arrêtez les gens sur soit une plainte d'un individu ou bien le procureur, mais vous consignez ce que vous apprenez sur les gens, vous les mettez quelque part. Quand les gens ressortent, vous leur donnez leur bien. Pourquoi vous arrêtez les gens et une fois que vous les gardez au SCRIC ou bien à la prison, vous utilisez leur voiture pour faire des courses en ville? Vous n'avez pas de véhicule de fonctionnement. Et si vous prenez les voitures des particuliers que vous avez arrêtés pour faire des courses en ville, si la voiture fait un accident, qui assume la responsabilité? Mais vous abusez, mais vous abusez. Donc, il faut que, autant que nous sommes, chacun se mobilise. Et je termine en remerciant tous ceux qui continuent de participer à la cagnotte. Et je les invite à terminer cette cagnotte-là pour que le plus rapidement possible, notre frère Zaga et ceux qui l'entourent puissent prendre les dispositions pour envoyer ces moyens-là à la famille Alomé.